Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Début des auditions au Sénat du comité de suivi de l'état d'urgence. Ce matin, les sénateurs ont entendu François Molins, le procureur de la République. Objectif, assurer un contrôle parlementaire de l'application de cet état d'exception. Alors que des témoignages se multiplient, dénonçant des dérapages et des erreurs. Reportages et débats à suivre. Journée de la laïcité aujourd'hui, créée à l'initiative du Sénat en 2011. Elle prend une dimension particulière après les attentats du 13 novembre. Pour Manuel Valls, l'extrême droite brandit la laïcité pour diviser et sans le dire veut retourner avant 1905 vers les guerres de religion qui ont déchiré la France. Vous l'entendrez dans un instant. La campagne d'entre-deux tours pour les régionales s'intensifie alors que le dépôt des listes est clos depuis hier soir 18h. La bataille sera rude entre les Républicains et le Front National. Cette rivalité pourra-t-elle profiter au Parti Socialiste? Le décryptage de Mickaël Zamès dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, comme tous les jours, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek, et puis Marie Brémaud en direct du Bourget à l'occasion de la COP21. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex avec Tam Tranui, toujours en direct de l'hémicycle. Bonjour Tam, alors les sénateurs examinent une proposition de loi pour garantir le droit d'accès à la restauration scolaire. Quel est l'objectif poursuivi par ce texte? Mais écoutez, c'est une proposition de loi qui dit que tous les enfants doivent avoir accès à la cantine quand il y en a une à disposition dans leur établissement scolaire, et cela sans aucune discrimination liée à leur situation familiale. En effet, il y a certaines communes extrêmement minoritaires qui refusent cet accès aux enfants dont l'un des parents est au chômage. La loi propose également que la charge supplémentaire que ça représente pour les communes soit compensée par une hausse de la dotation globale de fonctionnement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette proposition de loi est issue de l'Assemblée nationale et qu'au départ, elle était portée par le groupe RDSE. Elle a d'ailleurs été adoptée à l'Assemblée nationale, mais ici, au Sénat, ce sont les socialistes qui ont repris cette proposition de loi, qui l'ont défendue avec acharnement, avec émotion tout à l'heure pour lutter contre cette inégalité possible, alors qu'au contraire, ici, la droite, mais aussi le RDSE sont contre. Alors quels sont les arguments ici? Ceux qui sont défavorables disent que bien sûr, ils sont favorables au principe, mais ils veulent faire appel à la raison, car pour eux, lorsqu'il y a discrimination, aujourd'hui, le juge administratif peut déjà intervenir et il est toujours intervenu, la jurisprudence a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait discrimination pour ces enfants. Par ailleurs, on ne peut pas créer un droit général à la cantine alors même qu'il n'y a pas de cantine sur l'ensemble du territoire. Elle n'est pas obligatoire, elle est facultative et c'est les communes qui décident de son implantation. Et puis enfin, les rapporteurs estiment qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études d'impact et que cela pourrait être très dangereux pour les finances des communes. Un argument massu ici au Sénat où les sénateurs représentent bien sûr les territoires. Cependant, il faut bien rappeler que la cantine, c'est souvent le seul repas équilibré pour les enfants dans les familles défavorisées et que en France, un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un argument qu'on a entendu plusieurs fois dans l'hémicycle cet après-midi. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve dès que vous en savez un petit peu plus sur le vote des sénateurs. On poursuit notre multiplex avec Saveria Rojek qui nous attend salle des conférences au Sénat. La commission des affaires sociales à majorité de droite a décidé d'opposer la question préalable au projet de loi santé en nouvelle lecture, ce qui entraînera son rejet. Alors pour en parler, vous êtes avec Catherine Deroche. C'est à vous Saveria. Cette décision de la commission des affaires sociales. La droite sénatoriale va donc déposer cette question préalable, une question préalable qui sera vraisemblablement adoptée et qui entraînera donc le rejet du texte. Catherine Deroche, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Le Sénat se sent dédaigné. Oui, lorsque le texte est revenu de l'Assemblée nationale après la nouvelle lecture, on a vu que les apports du Sénat avaient été vraiment la portion congrue. Il y a eu quelques points de détail sur lesquels, en effet, le texte que nous avions présenté a été suivi, mais c'est vraiment sur des points de détail, sur les points essentiels qui sont le tiers payant, qui sont d'autres points, qui sont l'organisation des soins. Vraiment, il n'y a eu aucune prise en compte du travail du Sénat. La ministre est restée sur son
son texte, elle a été suivie par l'Assemblée nationale sur son texte. Donc on s'est dit que refaire encore 3 jours de débat, puisqu'elle est en procédure accélérée, cette loi, elle est en procédure accélérée. La ministre a fixé un calendrier très strict, ce qui fait que si on faisait même 3 jours de débat, l'Assemblée n'a que le 17 décembre pour l'accepter, donc elle ne reviendra que sur son texte à elle. Elle n'aurait pas du tout examiné notre texte, donc c'est clair. Bon, nous allons cesser cet examen. La ministre n'a tenu aucunement compte ni du travail du Sénat. Elle n'écoute absolument pas les professionnels de santé, elle n'écoute pas les buralistes, elle n'écoute personne. Elle est suivie par sa majorité. De là tout de même à s'aborder, j'allais dire, votre propre travail, tous les apports du Sénat. On ne s'aborde pas. Je veux dire, les Français qui veulent voir quel était le travail du Sénat, les professionnels de santé qui veulent voir quelle est la position du Sénat sur la loi santé, ils se réfèrent à la première lecture. Ils auront notre vision de l'organisation des soins et notre vision de la médecine. Les buralistes peuvent savoir ce que nous pensions du paquet neutre, mais le dernier mot appartient au gouvernement et il est suivi comme un seul homme par sa majorité à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, nous n'avons pas jugé utile de refaire un débat pour n'avoir aucune solution in fine, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle accepte en nouvelle lecture ce qu'elle a totalement refusé en première lecture. Catherine Deroche, parmi les principaux points de divergence, vous l'avez dit, il y a effectivement la généralisation du tiers payant, il y a aussi la mise en place du paquet neutre. Finalement, est-ce qu'on peut dire que Marisol Touraine aura gagné son bras de fer contre l'industrie du tabac sur cette question du paquet neutre? C'est pas un bras de fer, je crois, contre l'industrie du tabac. On sait que les lobbies, il y a une action très importante des lobbies, particulièrement ici au Sénat. Oui. Nous, sincèrement, on n'a pas cédé aux lobbies. Moi, je suis une farouche partisane, en effet, de la lutte contre le tabagisme. Je veux dire, je suis médecin cancérologue de formation, je connais les dégâts du tabac. Simplement, ce qu'on a dit simplement, c'est qu'il y a une directive européenne en matière de lutte contre le tabac. Bon, le paquet neutre, l'efficacité n'est pas démontrée. On nous parle de l'Australie, mais sauf qu'ils ont un prix du paquet de cigarettes qui est à 15 €. On sait très bien que le facteur prix est un facteur important. Ce qu'on a dit simplement, c'est que vu les achats transfrontaliers, vu les contrebandes, vu les contrefaçons en moindre partie... Vous pensiez que le paquet directive Non, ce qu'il faut, c'est suivre d'abord le paquet directive européenne, qui est un progrès par rapport au paquet actuel, qui a des messages sanitaires assez forts. Il faut d'abord expérimenter ça. Que ultérieurement, il y ait une harmonisation des pays voisins sur le paquet neutre, moi, j'y suis pas hostile, mais ne pas le faire tout seul. Et puis surtout, le facteur prix est très important. On a compris votre position. Un dernier mot, Catherine Deroche. Le groupe Les Républicains, ici au Sénat, compte déposer des recours au Conseil constitutionnel sur le projet de loi santé? Oui, il y aura un recours qui sera déposé. Sur le paquet neutre, on précisément. examine le texte. Sur le paquet neutre, il y a des problèmes, notamment en matière de droit des marques. Ça, c'est peut-être au-delà du Conseil constitutionnel. Il y a d'autres points qui méritent en effet que le Conseil constitutionnel donne son avis. Je rappelle que c'est un projet de loi qui est arrivé avec 50 articles et qui a été complété à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, sans Conseil d'État. Donc c'est un texte qui s'est fait essentiellement à l'Assemblée nationale sans aucune concertation. Que le Conseil constitutionnel jette un œil dessus, ça nous semble important. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Deroche. On a bien compris ce qui a motivé cette décision de la Commission des affaires sociales de déposer cette question préalable sur le projet de loi santé. Merci beaucoup, Saveria. Je vous le disais en titre, le comité de suivi du Sénat sur l'état d'urgence a entamé ses travaux aujourd'hui. Parmi les premiers à être entendus par les sénateurs, le procureur de la République François Molins. Compte rendu de ses auditions avec Solène Nicolas. Réunion à huis clos ce matin au Sénat du comité de suivi de l'état d'urgence. 1 heure d'audition pour commencer du procureur de la République en charge de l'enquête sur les attentats. Et ce matin, il n'a pas seulement été question des libertés publiques, on a surtout évoqué les difficultés et besoins des magistrats sur le terrain. On a surtout parlé d'adaptation du dispositif, mais de toute façon les libertés publiques sont toujours au cœur des débats, puisqu'il faut toujours avoir des équilibres entre la protection des libertés et les nécessités de la répression, c'est évident pour tout le monde. Donc le débat est surtout venu sur les moyens, ce qu'on avait fait au niveau du parquet de Paris, comment on l'avait fait, les difficultés qu'on avait pu rencontrer et puis ce dont on avait besoin. Pour les sénateurs de la Commission des lois, l'objectif est d'anticiper les modifications législatives à apporter, mais aussi d'étudier la possible prorogation de l'état d'urgence après le 26 février. On veut surtout regarder quelle est la plus-value, en quelque sorte, apportée par l'état d'urgence dans l'efficacité des actions administratives. C'est cette mesure-là que l'on commence à faire. C'est bien sûr un travail de longue haleine, mais
Et c'est ce qui nous permettra de dire, oui, il fallait recourir à l'état d'urgence ou maintenant ça suffit. La mission du comité de suivi est aussi de veiller au respect des libertés publiques. Ces travaux débutent donc dans un contexte de critique sur l'état d'urgence et des risques de dérive. La Ligue de défense des droits de l'homme est sur la liste des prochaines auditions du Sénat. Une journée de la laïcité à l'occasion des 110 ans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Une journée qui a pris une dimension particulière après les attentats, mais aussi la percée historique du Front National, arrivé en tête dans 6 régions dimanche. Manuel Valls a dénoncé l'attitude de l'extrême droite qui, selon lui, brandit la laïcité pour diviser. On l'écoute. Je veux ici adresser un message très clair. Le rôle de l'État, la mission de la République, au nom même de la laïcité, c'est le rassemblement et c'est la protection. Et j'affirme que nous protégerons nos compatriotes et nos concitoyens musulmans ou de culture musulmane dans ces moments difficiles. L'État, la République se doivent de protéger ceux qui aujourd'hui sont désignés par ceux qui veulent défaire ce que nous sommes, la France et la République. Et la plus grande imposture de l'extrême droite, c'est sans le dire de préparer un grand retour en arrière. Ils veulent retourner avant 1905, retourner vers ces guerres de religion qui sont autant de cicatrices profondes dans l'histoire de notre nation. Un total de 46 listes a été enregistré pour le second tour des élections régionales dimanche prochain. 2 duels entre la droite et le Front National seront particulièrement scrutés en Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et en région PACA, tour d'horizon des forces en présence avec Stéphane Amalian. 2 duels, 10 triangulaires et une quadrangulaire. La configuration de ce second tour est inédite. 2 duels donc entre le Front National et l'Union de la droite dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA. 2 régions où le Parti socialiste s'est désisté pour contrer les 2 têtes de liste, Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. La Corse, cas particulier, connaîtra une quadrangulaire sans socialistes. Les régionalistes, la droite et les divers gauches devraient être coude à coude, loin devant la liste du Front National. Le Parti socialiste sera présent dans les 10 triangulaires métropolitaines. Le PS réussit l'union avec le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts dans toutes les régions, à l'exception de la Bretagne et de Bourgogne-Franche-Comté. Une union qui peut permettre aux socialistes de conserver, voire de gagner certaines régions comme Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ou Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. En Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Jean-Pierre Masseret a réussi à maintenir sa liste contre l'avis du PS, ce qui pourrait permettre au Front National, arrivé en tête au premier tour, de l'emporter. François Hollande a appelé en Conseil des ministres tous les responsables politiques à la clarté et à défendre les valeurs de la République. Selon le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, je vous propose de l'écouter. Il a rappelé que ces élections étaient importantes, bien sûr, que les régions ont de grandes compétences pour préparer l'avenir. Il a rappelé aussi que ces choix dans les débats nécessitent de la part de tous les responsables politiques la clarté dans les attitudes, dans le comportement et dans les choix et la défense des valeurs de la République. Mickaël Zamias nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. Première fois que l'on entend un peu le message de François Hollande après ce premier tour des régionales. Le chef de l'État ne s'était pas encore exprimé. En tous les cas, il ne l'avait pas fait savoir sa position. Oui, mais ce n'est pas lui qui s'exprime, c'est le porte-parole du gouvernement. 1, tactique, 2, tactique. François Hollande, il a gagné 20 points dans les sondages malheureusement depuis le mois de novembre et les attentats. Il va tout faire pour ne pas les perdre, ça vous pouvez en être sûr. Et le but, c'est se déconnecter totalement des résultats de dimanche pour ne pas apparaître un petit peu comme le chef de cuisine. Ça, c'est ce qu'on voudrait que l'on raconte du côté de l'Élysée. Mais quand on regarde d'un petit peu plus près, c'est bien lui qui est à la manœuvre. Ça, il n'y a pas de doute. Dimanche soir, c'est lui qui a donné son feu vert, évidemment, pour le retrait des listes. Je disais tactique, parce que François Hollande, c'est un maître en la matière. Il l'a prouvé quand il était au Parti socialiste, et puis bien depuis après, notamment pendant l'élection présidentielle. Ça fait 1 an qu'il tente, et qu'il a même réussi, de mettre son seul adversaire en vue de 2017, qui serait le Front National. Le but de François Hollande, si vous voulez être clair, c'est de construire l'échec de la droite, comme il l'a fait avec les Verts, et comme il l'a fait avec le Front de gauche. S'il ne doit en rester qu'un au bout
au final, en 2017, qui doit rester debout, ça sera François Hollande. Il a compris très vite que la surenchère entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen l'amènerait à avoir un boulevard vers le centre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chef des députés socialistes, Bruno Le Roux, a dit pourquoi pas un remaniement gouvernemental jusqu'aux centristes. Vous voyez, il a mis en scène un petit peu aussi du côté des Républicains, ce pacte républicain en leur disant, vous voyez, vous le faites pas, nous on le fait, voilà, nous on est plus républicains que vous. Bref, la perspective encore et toujours c'est 2017, mais attention, parce que c'est quand même un jeu très dangereux. Personne n'oubliera quand même que les quelques victoires possibles de la gauche dimanche soir n'effaceront pas évidemment que ce sera très difficile de se qualifier pour le premier tour d'élection présidentielle. Ça va se jouer à 3 normalement. Et surtout, ne cacheront pas que c'est une énorme défaite pour la gauche dans les territoires. Absence dans le Nord, absence dans le Sud. Pour 6 ans, il n'y aura pas de conseillers régionaux pendant ces 6 longues années. Et encore plus, tout au long du quinquennat, qu'est-ce qui aura marqué le quinquennat de François Hollande? Le Front National qui a explosé. Et pourtant, dimanche, c'est bien aussi l'exécutif qui était ciblé, et en l'occurrence François Hollande, ce vote massif en faveur du Front National, c'est aussi... C'est un vote sanction. C'est un vote sanction, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis que ça sera très difficile pour François Hollande d'essayer de se qualifier pour le premier tour. Mais à force d'effacer les uns et à force de défacer les autres et de jouer sur les divisions des uns et des autres, c'est la tactique de François Hollande. Tant que ça marche, il continue. Si ça ne marche pas, eh bien, il changera. Ce sera toujours encore temps. Alors voilà pour la tactique de François Hollande. On va parler maintenant de celle de Nicolas Sarkozy, puisque l'ancien chef de l'État, sa présence ne semble pas la bienvenue pour voler au secours des candidats de droite en difficulté. Les explications de Louis Sibyl. La tension monte dans cette dernière ligne droite des élections régionales, car l'extrême droite bouleverse les lignes. Le vote pour le Front National n'est pas un vote contre la République. Parce que si c'était un vote contre la République, pourquoi depuis 30 ans la République autorise-t-elle des candidats du Front National à se présenter? Une banalisation de l'extrême droite qui déplaît à Xavier Bertrand, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui doit désormais composer avec un électorat de gauche dans son duel face à Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais mon Dieu, je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Et regardez, je passe mon temps à commenter les déclarations des uns et des autres. Mais qu'ils se taisent, je leur dis une chose, ils n'ont que quelques jours encore à patienter. Alors je leur dis une chose, si on ne peut pas vous enfermer, taisez-vous. À la gauche du PS, la décision de Solferino de se désister au profit de la droite classique pour faire barrage au FN suscite de l'incompréhension. C'est une décision dont les conséquences suicidaires ne tarderont pas à éclater. Si on dit que le Front National est le premier danger et qu'on confie le soin de régler le danger à la droite quand on est de gauche, réellement il y a un problème. À scrutin régional, débat national. Même si le Premier ministre n'envisage pas de porter la responsabilité d'une défaite de la gauche dimanche prochain. Il écarte déjà la possibilité d'une démission. Non, parce que le combat, c'est le combat d'une vie. Il y a quelques mois... Même si vous perdez ce combat, parce que vous risquez de le perdre dimanche, ce combat. J'espère que d'abord, nous le gagnerons, ce combat. Moi, je suis un combattant. Combattant ou pas, Manuel Valls est persona non grata en Rhône-Alpes-Auvergne. Le candidat Jean-Jacques Queyrat ne veut pas que le Premier ministre vienne à son meeting demain soir, quand les barons locaux prennent leur distance avec l'exécutif. On l'a entendu, Nicolas Sarkozy, prier de rester à Paris. Comment analysez-vous cette demande des candidats? Mais mettez-vous à la place d'un candidat comme Xavier Bertrand ou Christian Estrosi, qui ont besoin absolument des voix de gauche pour gagner, ou en tout cas de mobiliser tous ceux qui ne sont pas allés voter. Mais on ne veut pas de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, en ce moment, il est en train de passer sur la droite, comme il l'avait fait déjà dans l'entre-deux tours en 2012. Ça y est, l'esprit des centristes, l'accord avec les centristes, quelque part, il a un petit peu explosé. On le verra déjà dès lundi. On lui dira que la tactique n'a pas fonctionné, qu'il faut tout changer, qu'il faut aller complètement sur la droite. C'est ce qu'il a déjà opéré. Ce virage sur la droite, il est déjà opéré. Alors, pour les autres candidats, évidemment, on ne veut pas forcément de Nicolas Sarkozy. À contrario, là où il était hier soir en meeting, c'est-à-dire du côté de Rochefort, on avait besoin de cet esprit un petit peu de droite, parce que la candidate Virginie Kelmens, elle est face à la gauche. Pour les autres candidats, évidemment, on a décidé que ça serait totalement l'inverse. En plus, il y a quelque chose de très important, le vote, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier soir, montre exactement ce qui est en train de se passer. Le vote Front National n'est pas immoral. C'est un vote d'accord avec la République. C'est un peu ce qu'il avait fait en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il dit que Le Pen est compatible avec la République. S'il n'est pas en train d'aller chercher les électeurs du Front National, que fait-il, Nicolas Sarkozy?
Merci Mickaël. On vous retrouve tout à l'heure avec votre invité d'ailleurs, Jean-Louis Bourlange. Dernière ligne droite pour la COP 21. Un nouveau projet de texte pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète est attendu aujourd'hui à l'issue d'intenses tractations entre les 195 pays présents au Bourget. On retrouve d'ailleurs sur place notre envoyé spécial, Marie Brémaud. Bonjour Marie. Alors ce nouveau texte va-t-il enfin permettre la conclusion d'un accord final et contraignant ? Écoutez Delphine, pour l'instant il n'y a rien de définitif. Laurent Fabius s'est exprimé aux alentours de 15h devant les 196 partis en session plénière. Laurent Fabius qui est le président de la COP 21. Il s'est exprimé avec 2 petites heures de retard sur le programme officiel, donc finalement pas tant de retard que ça. Il a donc présenté la nouvelle version d'un projet d'accord. C'est un projet d'accord, donc rien de définitif. Il y a cependant plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, c'est une constante dans cette COP 21. C'est l'état d'esprit insufflé par la présidence française, un état d'esprit très optimiste. On met en avant d'abord les compromis, on met en avant d'abord les points d'accord avant les divergences pour établir une ambiance constructive. Cependant, il reste des points de désaccord et ils sont surtout au nombre de 3. Le premier concerne l'ambition de l'accord. Si les 196 parties se sont mises d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les pays notamment insulaires, aimeraient que ce réchauffement climatique soit contenu à hauteur d'1,5 degré. Mais pour l'instant, il n'y a pas de compromis. Le deuxième point de crispation, c'est la différenciation. Alors qu'est-ce que c'est la différenciation? En clair, si tous les pays portent une responsabilité commune vis-à-vis de la planète, il y a des pays qui sont plus responsables que d'autres de la situation actuelle parce qu'ils ont notamment plus pollué. Et là, on se tourne vers les pays les plus développés. Ces pays-là devraient avoir plus de contraintes, plus d'objectifs et devraient payer plus. Mais dans quelle proportion? C'est là toute la question et elle n'est pas encore tranchée. Le troisième point de blocage, et il n'est pas des moindres, c'est le financement. Même si ce matin, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que les États-Unis doublaient leur contribution financière d'ici à 2020, eh bien, il manque encore de l'argent pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, pour atteindre cette fameuse enveloppe nécessaire de 100 milliards de dollars. En clair, il manque à peu près 15 milliards de dollars. Pour résumer, comme a dit Laurent Fabius, nous avons progressé, mais il reste encore pas mal de travail. Les consultations entre négociateurs ont d'ores et déjà repris. Des ministres facilitateurs sont à l'œuvre en coulisses pour tenter justement de trouver des points de vue convergents, pour tenter de faire émerger des compromis. Laurent Fabius, vers 20h, devrait réunir à nouveau l'ensemble des pays en session plénière. Mais nul doute que la nuit va encore être très longue ici au Bourget pour espérer présenter au monde entier un accord sur le climat vendredi. Merci beaucoup Marie Brémaud. C'était une promesse de Gérard Larcher dans le cadre de la réforme du Sénat. Le tableau d'activité des sénateurs a été rendu public. Il permet de mesurer l'absentéisme des parlementaires. Les explications de Mounir Soussi. Un hémicycle moins clairsemé, des travaux parlementaires réorganisés et plus lisibles. Les effets de la réforme du Sénat lancée par Gérard Larcher se font sentir. La publication du premier tableau compilant les activités mensuelles des sénateurs est un pas de plus. Au moment de l'annonce de cette réforme en mars dernier, le président du Sénat précisait la philosophie de son chantier. L'objectif, ce n'est pas de pénaliser, l'objectif, c'est d'avoir une présence et que cette présence se situe sur les 3 jours de la semaine. Le tableau d'activité n'est pas un classement, il permet d'observer à quel type de travaux les sénateurs ont assisté, mais l'outil n'offre pas la possibilité de comparer l'assiduité des élus comme sur certains sites citoyens. Ces mesures ont tout de même eu un impact sur la présence, mais le dispositif reste perfectible. Ce que l'on peut voir, puisque c'est visible, il y a plus de collègues, on va dire, en séance lors des moments questions d'actualité ou vote solennel. Seul problème, est-ce que ça va durer? Là, on le voit déjà à la fin du trimestre, quand les quotas sont atteints, les quotas de présence sont atteints, il y a moins d'assiduité. Ça a le mérite d'exister, ça incite à la présence. Seules les absences répétées au vote solennel, aux questions d'actualité et à certaines réunions de commission exposent les élus à des sanctions financières. Le bilan est effectué chaque trimestre.
Début 2016, le Sénat pourrait donc prendre ses premières mesures à l'encontre des élus pas assez présents. Et on reparlera de la réforme du Sénat et de ce fameux tableau d'activité avec nos invités dans notre débat à 17h. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat, puisque les sénateurs viennent de rejeter cette proposition de loi qui avait pour but de garantir un droit d'accès à la restauration scolaire pour tous. Tam. Et oui, effectivement, la séance est suspendue derrière moi car les sénateurs viennent de rejeter ce texte et donc ils ont interrompu la séance avant d'examiner le prochain texte. Ils ont donc rejeté ce texte par 202 voix contre, seulement 140 voix pour ce texte qui disait que tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à la cantine dans leur établissement scolaire lorsqu'il y a une cantine dans cet établissement, et cela sans qu'il puisse y avoir aucune discrimination pour raison familiale. En clair, cela faisait référence à ces quelques communes extrêmement minoritaires mais quelque peu médiatisées, que ce soit à l'île Saint-Denis ou encore à Thonon-les-Bains, qui ont refusé l'accès à la cantine à certains enfants car l'un de leurs parents était au chômage. Eh bien, ce texte dit que cela n'est pas possible, que cela est interdit, mais cela a été rejeté par le Sénat. Du côté de la droite, on a rejeté le texte parce qu'on estime que cela n'est pas nécessaire, car à chaque fois que ce type de situation a été porté devant le juge administratif a donné raison aux familles, a dit que cette discrimination était illégale et donc cette loi est jugée superfétatoire. À gauche, au contraire, eh bien, ce que l'on dit, c'est qu'il faut bien ce texte, c'est d'abord un principe qu'il faut affirmer, mais aussi à partir du moment où à chaque fois le juge administratif a dit la même chose, eh bien, ce n'est pas la peine de s'appuyer sur une jurisprudence, il faut que le législateur l'inscrive dans la loi. Et par ailleurs, le groupe socialiste disait également qu'il y a de très nombreuses familles qui tout simplement n'osent pas faire cette demande devant le tribunal administratif et que du coup ce sont les enfants qui trinquent. Autre argument que l'on a largement entendu tout à l'heure, le coût pour les finances publiques. L'article 2 de ce texte disait que le coût pour les communes serait compensé par une hausse de la dotation globale de fonctionnement. À droite, on n'y croit pas du tout et on estime que bien sûr, une telle loi ne serait pas financée. À gauche, au contraire, ce que l'on craint, c'est que, vu que les finances des communes et des collectivités sont de plus en plus en difficulté, on inscrive au fur et à mesure un système de priorité qui ferait passer ces enfants de chômeurs après les autres, et cela serait parfaitement injuste. Tout à l'heure, il y a eu de très nombreuses prises de parole enflammées sur ce sujet. Cela s'est conclu par la prise de parole de la ministre de la décentralisation, Marie-Lise Lebranchu, qui a bien indiqué que c'est bien la famille qui doit porter l'enfant et pas le contraire, mais que malheureusement, c'est bien trop souvent le cas. Merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Bientôt 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Début des auditions au Sénat du comité de suivi de l'état d'urgence. Ce matin, les sénateurs ont entendu François Molins, le procureur de la République. Objectif, assurer un contrôle parlementaire de l'application de cet état d'exception, alors que des témoignages se multiplient dénonçant des dérapages et des erreurs. Reportage et débat à suivre. La campagne d'entre-deux tours s'intensifie pour les régionales, alors que le dépôt des listes est clos depuis hier soir 18h. La bataille s'annonce rude, notamment dans les régions où le Front National est arrivé en tête au premier tour. On fera le point sur les forces en présence dans cette édition. Un pas de plus dans la lutte contre l'absentéisme des sénateurs. Après la mise en place de sanctions financières, le Sénat a rendu public le tableau d'activité des sénateurs. Une initiative pas toujours bien perçue par les élus qui voient une forme de flicage. Débat à suivre dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct du Sénat, on retrouvera Tam Tranui et Saveria Rojek. Et puis, nous serons également en direct avec Marie Brémaud qui se trouve au Bourget à l'occasion de la COP21. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on retrouve
retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard qui a porté ce texte sur la restauration scolaire. Une réaction à son rejet par les sénateurs, Saveria. Voilà exactement Delphine. Le Sénat, vous venez de le dire, qui vient donc de rejeter à l'instant cette proposition de loi sur l'accès de tous les enfants qui favorise l'accès de tous les enfants à une cantine scolaire. Yannick Vaugrenard, vous êtes donc le sénateur, la personne qui s'est battue pour inscrire ce texte à l'ordre du jour ici au Sénat. Une première réaction, vous êtes extrêmement déçu de cette décision du Sénat? Je suis déçu et en colère. Cette décision de la majorité sénatoriale... Vous ne comprenez pas cette décision? C'est incompréhensible. Incompréhensible parce qu'à l'Assemblée nationale, y compris les Républicains et les centristes, n'avaient pas voté contre. Et là, il s'agit d'une question sociale extrêmement importante. Vous savez que nous avons de plus en plus de familles en situation d'extrême pauvreté, Et il y a quelques communes en France où il est interdit aux enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi, au prétexte qu'ils sont demandeurs d'emploi, qu'ils aient accès à la cantine scolaire. Donc c'est une forme de discrimination inadmissible, insupportable. Ils ont en quelque sorte la double peine. Ils sont à la fois pauvres et discriminés. C'est pas possible. Et puis, comme vous le disiez, on a du mal à comprendre parce que à l'Assemblée nationale, ce texte a été justement porté par le groupe RDSE. Et ici, les Républicains, mais également le RDSE, se sont prononcés contre. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre, d'une part, le vote différent du RDSE et d'autre part, le vote différent également de la droite sénatoriale. Ou alors, est-ce que les conservateurs au Sénat considèrent qu'il n'était pas possible de se mettre d'accord sur un texte dont l'enjeu de la santé des enfants également est primordial à l'approche du second tour des élections régionales? Si c'est ça, c'est pitoyable. Et ça n'a vraiment pas de sens. Alors, en même temps, est-ce que vous entendez l'argument de la droite justement ici qui explique que c'est une charge trop lourde pour les collectivités? Écoutez, ça concerne 70 communes sur 22 000 qui assument la restauration scolaire. Donc c'est un argument qui n'a pas de sens. Financièrement, c'est tout à fait surmontable et abordable par les collectivités territoriales. Yannick Vaugrenard, vous aviez vous-même déposé un rapport sur la pauvreté dans lequel vous expliquez qu'effectivement, un enfant sur 5 aujourd'hui en France vit sous le seuil de pauvreté. C'est donc pour vous une mesure discriminatoire, c'est une question de justice sociale de continuer à se battre sur cette question d'accès à la cantine? Absolument, et je continuerai parce que nous avons une situation aujourd'hui extrêmement difficile, douloureuse, vécue par les familles en situation de pauvreté et pire, par les enfants de ces familles qui sont en situation de pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce stade? Quelle est la prochaine étape maintenant que le texte vient d'être rejeté? La prochaine étape, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il puisse y avoir le 21e critère de discrimination pour raison de pauvreté sociale et qui a été adopté au Sénat, par contre, à l'unanimité, qui n'est pas passé encore à l'Assemblée nationale, mais qui devrait passer au premier trimestre de l'an prochain. Et ensuite, de faire que le texte qui a été refusé tragiquement, je dirais, au Sénat, puisse retourner à l'Assemblée nationale de façon à ce que ce texte passe à l'Assemblée nationale. C'est un combat de chaque instant qui doit concerner chacune et chacun d'entre nous. Un enfant sur deux, dans les communes urbaines sensibles est aujourd'hui en situation de pauvreté. 1 sur 5 au niveau... 1 sur 2 1 sur 2 les gens comprennent bien. 1 sur 2 dans les zones urbaines sensibles. 1 sur 2. Et 1 sur 5 sur le territoire national. Et donc il y a la problématique de l'hérédité de la pauvreté, malheureusement, qui nous concerne tous. Et c'est l'école. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous intervenions au niveau de la cantine scolaire. C'est l'école qui peut permettre de surmonter ce lourd handicap. Ce repas de midi est souvent le seul repas chaud pour certains élèves. Bien sûr. Le repas chaud, le repas complet, le repas de la journée. Le repas équilibré également. Et donc là, c'est une question d'éducation également nationale, cette histoire de cantine scolaire. Donc j'espère que nos collègues du Sénat vont réfléchir à nouveau pour faire que, malheureusement, ce texte ne reviendra pas au Sénat. Mais je souhaite vraiment que nos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale votent de la même manière, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent différemment, qu'ils l'ont fait voici quelque temps à l'Assemblée nationale. Et le Sénat, aujourd'hui, a montré qu'il était conservateur. Il sait, si c'était possible, ringardiser encore plus. Et c'est une très mauvaise image qu'il montre à l'ensemble de la population de notre pays. On entend, merci beaucoup Yannick Vaugrenard, on entend votre colère après cette décision du Sénat de rejeter cette proposition de loi sur l'accès de tous les enfants à une cantine scolaire. Delphine. Merci beaucoup Saveria. Je vous le disais en titre, le comité de suivi du Sénat sur l'état d'urgence a entamé ses travaux aujourd'hui. Parmi les premiers à être entendus par les sénateurs, le procureur de la République François Molins, compte rendu de ses auditions avec Solène Nicolas. Réunion à huis clos ce matin au Sénat du comité de suivi de l'état d'urgence. 1 heure d'audition pour commencer du procureur de la République en charge de l'enquête sur les attentats.
Et ce matin, il n'a pas seulement été question des libertés publiques, on a surtout évoqué les difficultés et besoins des magistrats sur le terrain. On a surtout parlé d'adaptation du dispositif, mais de toute façon, les libertés publiques sont toujours au cœur des débats, hein, puisqu'il faut toujours avoir des équilibres entre la protection des libertés et les nécessités de la répression, c'est évident pour tout le monde. Donc le débat est surtout venu sur les moyens, ce qu'on avait fait au niveau du parquet de Paris, comment on l'avait fait, les difficultés qu'on avait pu rencontrer et puis ce dont on avait besoin. Pour les sénateurs de la commission des lois, l'objectif est d'anticiper les modifications législatives à apporter, mais aussi d'étudier la possible prorogation de l'état d'urgence après le 26 février. On veut surtout regarder quelle est la plus-value, en quelque sorte, apportée par l'état d'urgence dans l'efficacité des actions administratives. C'est cette mesure-là que l'on commence à faire. C'est bien sûr un travail de longue haleine, mais c'est ce qui nous permettra de dire, oui, il fallait recourir à l'état d'urgence ou maintenant ça suffit. La mission du comité de suivi est aussi de veiller au respect des libertés publiques. Ces travaux débutent donc dans un contexte de critique sur l'état d'urgence et des risques de dérive. La Ligue de défense des droits de l'homme est sur la liste des prochaines auditions du Sénat. On continue notre multiplex et on retrouve Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. C'est à présent au tour d'une proposition de loi pour relancer la compétitivité du secteur agricole d'être examinée en séance par les sénateurs. C'est en quelque sorte la réponse du Sénat à cette crise agricole, Tam. Oui, hein, tout à fait, puisque c'est d'ailleurs le sénateur Jean-Claude Noir, le président Les Républicains de la Commission des affaires économiques, qui est en train de s'exprimer. Il est le premier orateur sur cette proposition de loi qui répond donc à cette crise qui a frappé l'agriculture, la crise du bœuf, du porc, du lait. On se rappelle du cri d'alarme des agriculteurs avant l'été, également des blocages qu'il y avait eu dans toute la France, un cri qui avait été relayé, qui avait été entendu par les sénateurs. On se rappelle qu'ici, il y avait eu une grande conférence agricole à l'initiative du président du Sénat, Gérard Larcher, qui avait mis tout le monde autour de la table, les distributeurs, les transformateurs et bien sûr les producteurs. Ça s'était passé ici au Sénat, quelques étages en dessous, et cette proposition de loi fait suite à cette mobilisation et met l'accent sur la nécessité pour l'agriculture française de mettre l'accent sur la compétitivité. Elle dit également en creux que la gauche a échoué à résoudre cette crise, que le projet de loi examiné lors de la session dernière n'a pas été utile. Ce projet de loi qui, je le rappelle, mettait l'accent sur l'agroécologie et que cela n'a pas fonctionné selon la droite, également que tous les plans d'aide et tout l'argent qui a été débloqué par le gouvernement, notamment par exemple le plan d'investissement de 3 milliards sur les 3 prochaines années au mois de septembre, bien tout cela, ce ne sont pas des réponses suffisamment structurelles pour répondre à la crise. Face à cette situation, la droite propose une action sur les prix qui doivent en prendre en compte les coûts de production, également sur les risques financiers avec la possibilité de reporter le paiement des échéances en cas de difficulté. Également, le texte prévoit des allègements de charges pour les agriculteurs et puis certaines mesures également relatives à l'étiquetage des produits, des mesures qui sont jugées à gauche plutôt justes, plutôt consensuelles, mais à gauche on pense aussi que la droite réinvente l'eau chaude. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions et on vous retrouve tout à l'heure. C'était une promesse de Gérard Larcher dans le cadre de la réforme du Sénat. Le tableau d'activité des sénateurs a été rendu public. Il permet de mesurer l'absentéisme des parlementaires. Les explications de Mounir Soussi. Un hémicycle moins clairsemé, des travaux parlementaires réorganisés et plus lisibles. Les effets de la réforme du Sénat lancée par Gérard Larcher se font sentir. La publication du premier tableau compilant les activités mensuelles des sénateurs est un pas de plus. Au moment de l'annonce de cette réforme en mars dernier, le président du Sénat précisait la philosophie de son chantier. L'objectif, ce n'est pas de pénaliser, l'objectif, c'est d'avoir une présence et que cette présence se situe sur les 3 jours de la semaine. Le tableau d'activité n'est pas un classement, il permet d'observer à quel type de travaux les sénateurs ont assisté, mais l'outil n'offre pas la possibilité de comparer l'assiduité des élus comme sur certains sites citoyens. Ces mesures ont tout de même eu un impact sur la présence, mais le dispositif reste perfectible. Ce que l'on peut voir, puisque c'est visible, il y a plus de collègues, on va dire, en séance lors des moments questions d'actualité ou vote solennel.
Le seul problème, est-ce que ça va durer? Là, on le voit déjà à la fin du trimestre, quand les quotas sont atteints, les quotas de présence sont atteints, il y a moins d'assiduité. Ça a le mérite d'exister, ça incite à la présence. Seules les absences répétées au vote solennel, aux questions d'actualité et à certaines réunions de commission exposent les élus à des sanctions financières. Le bilan est effectué chaque trimestre. Début 2016, le Sénat pourrait donc prendre ses premières mesures à l'encontre des élus pas assez présents. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 consacré ce soir à cette réforme du Sénat qui petit à petit s'impose ici à la Haute Assemblée avec nos invités sur ce plateau. Nicole Bricq, bonsoir, sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, merci d'être avec nous. J'accueille également Jean-Baptiste Lemoyne, bonsoir, sénateur Les Républicains de Lyon. Tanguy Morlier est également sur ce plateau, bonsoir, administrateur du collectif Regard Citoyen, merci d'être avec nous. Et Yves Détraigne, sénateur UDI-UC de la Marne. Merci à tous les quatre d'être présents. Alors justement, une première peut-être remarque, je m'adresse à vous, Tanguy Morlier, vous avez pu consulter ce tableau d'activité. On se souvient, c'était une promesse de Gérard Larcher. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, on en pense plutôt du bien dans un premier temps, c'est-à-dire que visuellement c'est assez agréable, il y a un effort technique. Il est consultable sur le site du Sénat. Absolument, rappelle, voilà. Il est consultable sur le site du Sénat. Maintenant, il y a quelque chose qui nous dérange beaucoup, c'est que cette promesse de transparence n'est pas à la hauteur, parce qu'il manque cruellement de précision. Ce dont les citoyens et les électeurs des sénateurs ont besoin, c'est de la précision, de la transparence démocratique. Et là, il nous semble que la promesse n'est pas à la hauteur. Qu'auriez-vous souhaité voir sur ce tableau d'activité ? Eh bien, par exemple, des données qui soient aussi précises au moins que celles qui sont publiées au journal officiel, notamment relatives à l'activité au sein des commissions, puisqu'on n'a pas les heures exactes de rendez-vous, les thèmes de rendez-vous. Et puis, dans les dispositions qu'ont proposées Gérard Larcher, il y a aussi une disposition liée aux sanctions, votre sujet en parlait, et les données qui sont publiées ne permettent pas de savoir exactement comment vont être appliquées ces sanctions. Il nous semble que c'est une disposition qui aurait pu être intéressante pour pouvoir évaluer si la disposition est pertinente ou non, parce que nous, on n'a pas forcément un avis positif là-dessus. Ouais. Alors, on va faire réagir les sénateurs présents en plateau. Jean-Baptiste Lemoyne, ce tableau d'activité, que dites-vous ? Il a le mérite d'exister, mais est-ce qu'il répond finalement aux soucis de transparence que souhaitent les associations, comme Regard Citoyen, par exemple ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande citoyenne d'efficacité de la part de ces élus. Et qu'on le veuille ou non, cette efficacité, elle est aussi perçue à travers la participation effective aux travaux de l'Assemblée. Pendant la campagne sénatoriale, il y a 1 an et demi, j'entendais beaucoup de maires, pourtant, des maires qui sont donc qui connaissent la chose publique, dire mais finalement le Sénat, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc avoir un tableau qui permet de rendre compte de l'activité positive des sénateurs, je pense que ça va dans le bon sens. Donc moi, j'ai aucun souci par rapport à ça, et je pense que ça peut effectivement enrichir les débats. Maintenant, voilà, il y a peut-être des choses à peaufiner. Oui. Nicole Bricq, votre réaction à cette publication du tableau d'activité, est-ce que vous y étiez favorable au début ? Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'assiduité, donc je trouve ça un petit peu puéril, bon élève, bon, on va peut-être distribuer des bons points un de ces jours, mais je crois beaucoup plus aux vertus du non-cumul. Il faudra regarder effectivement ce que ça donne en 2017. Et au-delà de moi je suis d'accord bien sûr avec la transparence, bien sûr, si le citoyen et l'élu de base peut voir ce que fait son sénateur et de comparer avec d'autres, c'est très bien. Mais je crois que ce qui est vraiment en cause, c'est la légitimité de l'action parlementaire et peut-être la légitimité des sénateurs. Donc il faut qu'elle s'exerce par rapport à ce qu'est un sénateur. C'est finalement quelqu'un qui a ce lien territorial et qui a une capacité d'expérimentation, une capacité d'évaluation, et je crois beaucoup aux politiques, à l'avenir des politiques territoriales, et en même temps, il a davantage de temps à consacrer au contrôle de l'exécutif, ce que n'a pas toujours le temps de faire le député qui est pris
tout le temps par l'immédiateté, ce qui n'est pas le cas des sénateurs. Yves Détraigne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Nicole Bricq, que finalement ce tableau renvoie un peu à une imagerie d'école et que certains sénateurs ont eu l'impression d'être infantilisés par la publication de ce tableau d'activité? Oui, ce tableau est effectivement un peu trompeur parce qu'il suffit de passer un quart d'heure dans l'après-midi pour qu'on soit compté comme étant présent toute l'après-midi. On peut être au fond de l'hémicycle, discuter avec son voisin, ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans les débats proprement dits, et on sera compté pour quelqu'un qui ne connaît pas la manière dont est fabriqué ce tableau comme un bon élève qui a participé au débat. Donc c'est un peu trompeur. On va dire c'est un bon début, mais peut mieux faire. Je vois que vous avez apporté d'ailleurs avec vous une fiche. Vous avez consulté votre propre cas. Voilà, c'est le mien. Alors j'ai l'air d'être un bon élève. J'ai manqué la veille du 11 novembre. Je me suis dit je vais pas y aller uniquement, je vais pas faire tous ces kilomètres uniquement pour une journée. Mais voilà, donc je suis présent à chaque fois. Mais on ne sait pas si j'étais toute l'après-midi ou si je suis passé simplement un quart d'heure. Donc vous voyez, c'est un peu trompeur. Et puis vous savez, au journal officiel, il y a tout. Y compris les interjections. Alors, on a des collègues qui sont des spécialistes de l'interjection. Ils peuvent témoigner qu'ils sont là en faisant « oh »,« ah ». Bon, donc c'est ce côté qui est un petit peu puéril, mais bon, qui a toujours un peu existé. Mais voilà, moi je pense que si effectivement ça permet un contrôle citoyen, pourquoi pas, je suis pour. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne et après Tanguy Borlier. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir... la ligne de crête, elle n'est pas évidente. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, entre guillemets, nous imposer d'avoir le bracelet électronique, entre guillemets, numérique. Avait parlé de flocage, dans la mesure où il y a un certain nombre... C'est pas terrible quand même. Mais c'est pour... Non, mais dans la mesure... Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut trouver la ligne de crête. Et vous l'avez dès le début, moi, je n'ai pas de problème avec ça, au contraire, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... il y a un certain nombre d'ailleurs de nos activités qui n'apparaissent pas forcément et pourtant qui sont des composantes pleines et entières de notre activité, soit de législateur, soit de contrôleur ou d'évaluateur de la politique du gouvernement. En tant que rapporteur sur une mission budgétaire, on peut être amené à faire des déplacements sur le terrain, à aller faire des contrôles, un certain nombre de rencontres. Bon, tout ça n'apparaît pas. Et donc, pas forcément. Quand on est rapporteur, on parle quand même plus en hémicycle, on participe plus à des débats de commission. Pour pouvoir parler en hémicycle, il faut avoir une légitimité, une expertise. Et les citoyens savent très bien que cette expertise vient aussi d'un travail en amont qui a été réalisé par le parlementaire. Ce que dit Jean-Baptiste est important parce que si le sénateur est dans une mission à l'extérieur, il n'est pas dans l'hémicycle, donc il aura un blanc, alors qu'il travaille sans doute plus profondément que quand il est dans l'hémicycle. Ouais. Et en même temps, il y a un problème d'un certain nombre de sénateurs, plusieurs rapporteurs nous en ont parlé, de problèmes de majorité, de ne pas avoir suffisamment de sénateurs qui sont là pour voter, pour défendre des arguments, pour poser des amendements. La priorité des parlementaires, c'est quand même de siéger au Sénat et de pouvoir faire un travail de législateur ou de contrôle de l'exécutif. On sait très bien que c'est enrichi par une culture politique, une culture du terrain, etc., etc. Mais la priorité des parlementaires, selon nous, est d'être actif au sein du Sénat. Et c'est pour ça qu'on a créé ces sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr pour montrer cette activité qui n'est pas visible du citoyen. La seule visibilité que peut avoir le citoyen, c'est les questions gouvernement et les quelques chaînes parlementaires qu'il peut avoir. C'est insuffisant aujourd'hui. Il faut revaloriser ces activités-là et la transparence démocratique peut l'aider. Alors moi, je voudrais aussi faire une remarque plus générale. Il y a eu une réforme pour partie constitutionnelle qui a donné lieu à des amodiations du règlement intérieur des assemblées parlementaires. C'est la réforme de 2008. Moi, j'ai toujours milité en tant qu'ancienne parlementaire. Voilà, sur le j'ai dit il faut absolument partager l'ordre du jour avec l'exécutif. Et je m'aperçois qu'on le partage, que ça nous mobilise beaucoup dans des débats sans vote, dans des propositions de loi qui viennent souvent meubler sans qu'elles aient un parcours parlementaire complet qui aboutit à une production législative. Et je pense qu'à un moment donné, sans doute en 2017, il faudra quand même faire le bilan. Nous sommes souvent occupés ici, dans l'hémicycle, vraiment, on n'est pas très productif. Et je pense que autant j'ai été pour l'ordre du jour partagé, je suis toujours pour,
Mais là, je sais pas, vous êtes témoin, je trouve que quelquefois, on perd son temps Mais dans Jean-Baptiste l'hémicycle. Lemoyne, est-ce que ce type de mesures, telles la publication du tableau d'activité, les sanctions financières, ce que Gérard Larcher avait finalement appelé des mesures qui ne sont pas cosmétiques, donc c'est vraiment des nouvelles mesures, hein, c'est quand même une petite C'est révolution pas méchant. ici Pas méchant. au Sénat, quand même, des sanctions financières, on voit que ça a apporté quand même son effet quand on voit l'émission de On l'heure des n'arrive pas à questions. mesurer cet effet, c'est-à-dire que la communication du Sénat dit que c'est un effet. On a regardé sur le premier mois de mise on le voit sur la effectivité. présence aux séances de questions au gouvernement, aux explications de vote et Oui, au mais- vote. Honnêtement, Est-ce l'hémicycle... que c'est ça le Mais ça travail aussi, un d'un effet parlementaire pervers. C'est ce que je disais, Voilà, c'est ce que je disais ça tout à aussi, un l'heure, effet en disant le pervers. travail Oui, on sur est le d'accord. terrain, les auditions... Oui. Jean-Baptiste évoque les questions un au effet gouvernement. d'image sur Alors, on l'opinion sait que les publique. questions au gouvernement sont retransmises sur plusieurs chaînes de télévision. On sait que le troisième âge, généralement, est devant sa télévision au moment où il y a des questions au gouvernement. Et donc, on est tous présents. Mais en même temps, comme un certain nombre de nos collègues sont présents parce qu'ils vont être sanctionnés, entre guillemets, s'ils ne le sont pas, ils ne s'intéressent pas forcément aux questions et aux réponses, et ça se voit. Ça cause entre voisins, ça suit pas forcément ce que dit la question que pose le collègue, la réponse que fait le ministre, et je suis pas sûr que ça joue à l'avantage des parlementaires. Ouais. Ça, c'est sûr. Les Henri Van citoyens ont besoin d'exemplarité, de modèles exemplaires de la part de la politique. Et un exemple, par exemple, en termes de modification des pratiques du Sénat, le fait que les votes soient anticonstitutionnels, à chaque fois que des citoyens s'aperçoivent que le vote de groupe qui est pratiqué aujourd'hui au Sénat n'est pas constitutionnel, n'est pas conforme à la Constitution, ça choque énormément. Donc, de faire des réformes cosmétiques qui enlèvent quelques centaines d'euros, très bien. Si on n'a pas de transparence, nous, on a pu mesurer à l'Assemblée nationale que ça n'a pas d'effet à long terme sur l'activité effective des sénateurs. Et après, se posent vraiment des problèmes de base démocratique, comme la conformité des votes sénatoriaux à la Constitution. Alors, Moi, je un mot, pense Nicole que, Bricq, on connaît sur tous le les vote. spécialistes de l'absentéisme dans nos groupes respectifs. Hein. Oui. On les connaît tous. Donc, je crois davantage à vraiment la pression du groupe politique auquel on appartient pour ça. Me semble-t-il, ça, plus le non-cumul, il faudra regarder tout ce que ça donne en 2017. Mais je pense que c'est très utile qu'on soit sous l'œil vigilant des citoyens au travers de votre travail. On sait que ce site, nossénateurs.fr, ne plaît pas à tout le monde, Jean-Baptiste Lemoyne. Moi, écoutez, je trouve que non, j'ai pas de reproche à faire au site. J'aimerais plutôt. Et la transparence, c'est pas tout, hein, quand même. Voilà, c'est pour ça que on parle de transparence démocratique. il faut bien avoir en tête que l'activité d'un sénateur ou d'une sénatrice, il faut avoir en tête que ceux qui ont à cœur de bien faire leur travail, et je crois que vraiment on est, beaucoup à bien vouloir le faire. En réalité, c'est quand même quasiment du 7 jours sur 7, parce que quand vous n'êtes pas au Sénat, vous êtes sur votre terrain et pas enfiler des perles. Vous allez débrouiller des dossiers, vous allez aider telle commune à pouvoir monter tel projet. Enfin, on est quand même... et puis on a nos permanences. Je crois que ça, il faut que on puisse également en rendre compte, montrer tout ce travail, parce que c'est vrai que le vote protestataire qui s'exprime, il s'exprime aussi souvent parce qu'il y a le sentiment du rejet, d'une caste élitiste, etc. Mais je crois qu'à chaque fois, quand les gens nous voient dans nos communes, dans nos départements respectifs, ils disent « Ah ben non, toi t'es bien, qu'est-ce que tu bosses et tout ». Mais en fait, on est beaucoup comme ça. Et malheureusement, l'image générale n'est pas celle-là. Et c'est ça qui est... C'est la légitimité de l'action parlementaire qui est en jeu, ça oui. Yves Détraigne, on sait aussi que finalement, la présence n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Alors est-ce que ce tableau finalement d'activité ne changera pas l'image des concitoyens sur le Sénat? Il suffira pas. Il va peut-être quand même montrer qu'on n'est pas aux abonnés absents en permanence, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Mais c'est vrai que un parlementaire, c'est pas quelqu'un qui s'enferme toute la semaine dans son assemblée. Il est aussi le représentant d'une population. Il a une circonscription. On compte sur nous et on nous reprochera plus certainement d'avoir été absent à une réunion considérée comme importante dans une commune de notre département ou à une inauguration que de ne pas avoir été dans l'hémicycle. Donc il faut faire la part des choses. Alors c'est vrai aussi que même les tableaux plus sophistiqués, si je puis dire, ils vont
noter une intervention, qu'elle soit de 2 mots ou qu'elle soit de 100 mots, ça sera noté de la même manière. Alors on peut dire si vous regardez bravo attentivement, et puis terminer. Ouais. Alors justement, si vous regardez attentivement, déjà, on fait une différence entre les interjections et les pour le interventions. téléspectateur, rappelez un petit peu comment vous travaillez justement. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient collecter les informations sur toute source de documents publics qui nous semble fiable. Et malheureusement, le tableau, on adorerait pouvoir l'utiliser, il n'est pas assez fiable selon nos critères. C'est-à-dire qu'il va valoriser une activité qui nous semble pas valorisable en soi. Donc on récupère toutes ces données-là et on a 2 types de publics. Les publics qui ont seulement 2 minutes à accorder à leurs parlementaires. Et donc ça, il faut faire simple, synthétique. Et c'est pour ça qu'on met intervention courte, intervention longue. Et c'est vrai que c'est sans doute pas assez détaillé, mais ce public-là n'a pas beaucoup de temps non plus à consacrer à l'activité des sénateurs. Par contre, on a un nuage de mots-clés qui permet à ces publics qui ont seulement 2 minutes à accorder pour faire remonter l'expertise. Donc comme ça, le travail de fond que vous pouvez établir, normalement, il remonte sur la page d'accueil. Et après, on a tous les documents parlementaires qui sont accessibles dans un moteur de recherche. Et là, vous avez des centaines de citoyens qui viennent faire de la veille et s'intéresser à vos travaux dans le fond. Ouais. Donc c'est ces 2 publics qu'on visait. Mais est-ce que vous entendez les arguments des sénateurs qui estiment aussi qu'on ne prend pas suffisamment en compte leur travail sur le terrain? Est-ce que ça, c'est comptabilisé sur nous, on estime qu'on ne peut pas tout faire. Donc on se concentre sur un travail d'expertise citoyenne, du travail parlementaire. Et on sait très bien que la PQR, certaines chaînes locales, y compris des chaînes parlementaires, font très bien un travail de terrain pour relater de ces activités. Les citoyens ont plusieurs sources d'informations, on n'en est qu'une d'entre elles. Alors Jean-Baptiste Lemoyne et ensuite... Je crois que là, on a, avec les différents tableaux qui existent, une dimension quantitative. Ce qui est important, c'est aussi avoir l'appréciation qualitative. Et de ce point de vue-là, c'est aussi à notre institution de donner des outils aux parlementaires. Et je sais que ce travail est enclenché. Par exemple, le fait qu'on puisse partager sur les réseaux sociaux des interventions que l'on peut faire en défendant un amendement, en prenant une parole dans l'hémicycle, parce que c'est pas du tout systématique. Ces vidéos ne sont pas disponibles comme ça sur étagère. Et ça sera, je pense, important, parce que maintenant, il y a une viralité, vous le savez, des réseaux sociaux qui est extrême. Et montrer justement le parlementaire en action, en train d'évoquer un sujet, en train de le plaider, d'avoir la réponse du ministre, etc. Là, je crois qu'on aura des éléments qualitatifs qui permettront aux citoyens de se faire une idée de l'action de son élu. Il faut noter que les services du Sénat font un très bon travail sur le numérique. Ils ont su internaliser un certain nombre de compétences qui permettent déjà d'avoir les vidéos. Mais après, honnêtement, bien insuffisamment par rapport à ce que fait l'Assemblée nationale encore. Et je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour le compléter. Le Sénat fait un meilleur travail que l'Assemblée nationale là-dessus. C'est indéniable. En tout cas, du point de vue d'un citoyen, la richesse des dossiers législatifs au Sénat sont beaucoup plus importants. Non, je parlais de la vidéo. Et sur la vidéo, la défense d'un amendement, par exemple, je ne peux pas à l'heure actuelle la mettre en ligne. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de mal à le trouver. Alors peut-être qu'il y a des ajustements, mais et puis après, une discussion générale, franchement. La mettre sur un réseau social, on sait très bien l'inutilité de cette discussion générale. La défense d'un amendement, par exemple. Un amendement, je suis d'accord avec vous. Qui peut être utile. Nicole Bricq, Jean-Baptiste Lemoyne l'évoquait au moment de son élection. Il y avait un certain climat de Sénat bashing. Est-ce que les réformes prises par le président du Sénat vont mettre un terme à ce climat à l'encontre du Sénat? Je ne suis pas sûre, parce que je vous dis, on n'est pas... Ça va peut-être vous choquer, mais je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire pour être dans une démocratie parlementaire. C'est-à-dire à quel niveau? Eh bien, parce que je vois comment fonctionne le Parlement anglais, je vois comment fonctionne le Parlement allemand. Je crois qu'on a un problème constitutionnel quelque part. Vous demandez d'être mieux associés, donc, c'est pas un problème d'association, parce qu'on arrive ça arrive, même quand on est dans la majorité sénatoriale est dans l'opposition au gouvernement, mais ça peut arriver, par exemple, quand dans la discussion de la loi Macron, et ça s'est passé au Sénat, quand on a passé presque une journée à régler le problème de la couverture territoriale pour éviter les zones blanches en matière de téléphonie, on a vraiment coproduit quelque chose, et on a pu le faire parce qu'on était cette chambre territoriale et que le ministre voulait absolument avoir un rapport de force avec les opérateurs
pour les obliger Avec, malheureusement, à quelques faire cette imperfections encore sur le couverture. système. Et il s'est engagé, quand les ministres jouent le jeu, il s'est engagé à une évaluation. Et nous avons eu cette évaluation pour ceux qui étaient à la commission spéciale. On a fait un bon travail coproduction. Alors, je ne sais pas si ce genre de choses peut être relaté j'allais totalement vous avec soutenir. finesse dans J'allais totalement vous soutenir. Notre association est née de la découverte du parlementarisme et d'associations de députés de la majorité et de l'opposition qui s'unissent ensemble pour faire voter des dispositions innovantes sur le Parlement. Donc, à Regard Citoyen, on est né de ça, de cette richesse du parlementarisme, et je partage votre point de vue d'un manque de ce travail un peu plus consensuel que ce que la politique française pourrait nous habituer. Et je crois qu'on a nous-mêmes des efforts à faire. Par exemple, quand on arrive à se mettre d'accord lors d'une commission mixte paritaire, quelques sénateurs et quelques députés qui sont des professionnels de la chose dont on parle dans le bon sens du terme, sur le vieillissement, sur la société du vieillissement, je trouve que ça doit être mis en valeur parce qu'on arrive, malgré nos différences, à ça. Merci pour ce débat. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le Sénat a rejeté une proposition de loi pour garantir l'accès à la restauration scolaire. Vous entendrez toutes les explications de vote dans un instant. Examen d'une proposition de loi pour relancer le secteur agricole et sa compétitivité. C'est la réponse du Sénat à la crise de l'agriculture. Jean-Louis Bourlange est l'invité de Sénat 360. Il nous livre sa version, sa vision du centre et de la crise des migrants. Il répondra dans un instant aux questions de Mickaël Zamès. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek, et puis Marie Brémaud en direct du Bourget à l'occasion de la COP 21. Le multiplex, c'est tout de suite. Dernière ligne droite pour la COP 21, un nouveau projet de texte pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète est attendu aujourd'hui à l'issue d'intenses tractations entre les 195 pays présents au Bourget. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Marie Brémaud et vous êtes avec le sociologue Stéphane Écut qui suit de près ces négociations. Oui, Stéphane Écut qui suit au jour le jour l'avancée des négociations. Tout à l'heure, il y a 2-3 heures, Laurent Fabius a présenté une nouvelle version du projet d'accord. Et Stéphane, vous nous disiez que le moment crucial, ça allait être ce soir, 20h. Pourquoi ? Parce que maintenant, les pays et les groupes de pays ont 5 heures, ou avaient 5 heures en fait, jusqu'à 20h pour se concerter. Donc ils ont appris ce qu'il y a dans l'accord, comme nous tous, tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on va voir à 20h, c'est s'il y a des objections très fortes de certains groupes de pays ou s'il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, effectivement, les négociations vont continuer sur une bonne voie. Mais s'il y en a, effectivement, il faudra renégocier. Au vu de ce projet d'accord, il reste encore de nombreuses questions ouvertes. Est-ce qu'il est possible encore de parvenir à un accord global d'ici vendredi ? D'après ce qu'on voit en ce moment, c'est possible. C'est possible qu'on ait un accord, mais il reste certaines questions très importantes qui ne sont pas tranchées. Ces questions concernent notamment l'ambition de l'accord, donc vers où on va. Est-ce qu'il y aura par exemple la mention d'un objectif de 1,5 degré, de contenir le réchauffement à 1,5 degré et comment on traduit cet objectif concrètement. Deuxième point, c'est la différenciation, donc qui fait quoi. Et là, c'est vraiment un point de blocage très très fort, puisque certains pays en développement, certains pays émergents veulent qu'on maintienne la différence qui a été établie en 92 dans la Convention climat entre pays développés et pays en développement telle qu'elle. Alors que d'autres, notamment les États-Unis, mais aussi l'Europe, disent le monde a changé et donc il faut que ces pays-là participent à l'effort. Et troisième point qui est toujours en débat, c'est la question du financement, donc qui paye et comment on compte qui a payé. Et sur cette question-là aussi, il y a ce chiffre de 100 milliards qui circule et sur lequel on s'est mis d'accord à Copenhague en 2009. Et aujourd'hui, on sait que ça ne va pas être assez. Donc comment on va faire pour assurer ces financements sur le long terme, après 2020
et comment on va faire pour compter qui a donné quoi. Finalement, au vu de l'accord et au vu de ce que vous nous dites, il reste beaucoup de choses en suspens et des points très importants qui n'ont pas du tout été tranchés. Et pourtant, vous observez depuis le début de cette COP21 une ambiance très optimiste, très positive, ce qui tranche avec bon nombre d'autres conférences mondiales. Oui, il faut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les négociations ont été menées d'une façon très inclusive. C'est ce que soulignent beaucoup de pays. On va voir si ça tient encore après cette proposition d'accord. Donc on va voir ce soir si ça va toujours être comme ça. Mais le fait que beaucoup de pays le soulignent, qu'ils félicitent les organisateurs, donc la présidence française, tout ça, c'est un bon signe. Après, ça ne veut pas dire que l'accord qui va sortir de cette conférence sera en mesure d'endiguer le réchauffement climatique à un niveau qui serait nécessaire. Très bien, merci Stéphane Aycout. Sachez Delphine qu'à l'heure actuelle des négociations, eh bien, les 196 parties ne sont pas parvenues à endiguer le réchauffement climatique à 2 degrés. On est plutôt autour de 2,5 degrés. Les 24 heures à venir vont donc être cruciales. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité parlementaire, le Sénat se penche sur la concurrence dans le transport aérien. Un rapport a été déposé ce matin. Il émet un certain nombre de recommandations. Pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek avec Jean Bizet, l'auteur de ce rapport. C'est à vous. Jean Bizet, bonjour. Vous avez donc ce matin déposé un rapport sur la transparence dans le transport aérien. Quelles sont les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenus avec vos collègues de la Commission des Affaires européennes ? D'abord, ce rapport a été le travail, si vous voulez, de toutes les sensibilités politiques de la Commission des Affaires européennes, donc 4 collègues, essentiellement pour d'abord appuyer le rapport Leroux de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de dérives, notamment en matière, je dirais, de la gestion des personnels, soit au sol, soit des pilotes de certaines compagnies low cost, Ryanair pour ne pas la nommer. Et puis un focus, puisque là c'est la Commission des Affaires européennes, sur le respect de la directive de 2004 au niveau de la concurrence dans le transport aérien, le souhait de voir également ce type d'activité intégrée dans l'OMC pour prévenir justement les distorsions de concurrence. Mais concrètement, dans le climat actuel, dans cette mondialisation, que peut-on faire pour garantir la pérennité des compagnies aériennes? Alors bien sûr, je pense à Air France. Disons que Air France est le fleuron, si vous voulez, des compagnies aériennes mondiales, sauf qu'elle n'a pas vu l'arrivée de la démocratisation du transport aérien, en ce qui concerne. Mais ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour garantir la survie de ces compagnies? Davantage, si vous voulez, de rationalité et de transparence et d'équité, précisément, dans les règles du jeu. Bon. Avoir également une stratégie dans le transport aérien qui dépasse uniquement le prix du billet. Regardez. C'est-à-dire tout simplement, voir qu'on ne peut pas partager, entre guillemets, l'espace aérien comme cela. Il faut faire attention de ne pas, au regard, si vous voulez, de faire plaisir à l'activité aéronautique exceptionnelle qu'il y a en France, de laisser je dirais, les compagnies de pays tiers, notamment des pays du Golfe, empiéter sur un certain nombre, je dirais, de prérogatives au niveau du pays. Aujourd'hui, c'est à l'Europe. Seule l'Europe, aujourd'hui, seule Bruxelles peut garantir une concurrence loyale. Entre autres. Et puis au niveau national, eh bien, faire attention, si vous voulez, à ne pas autoriser un certain nombre, je dirais, de coûts, notamment en matière de sécurité, qui sont des missions régaliennes de l'État. Un mot sur un tout autre sujet, Jean Bizet. Le Sénat examine en ce moment même une proposition de loi sur l'agriculture. On sait que c'est Gérard Larcher lui-même qui est à l'origine du groupe de travail chargé de formuler des propositions. Concrètement, que va changer ce texte s'il est voté? Eh bien, le nom lui-même de cette proposition de loi, compétitivité, c'est pour redonner de la compétitivité agricole à l'agriculture, à l'agroalimentaire française. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu beaucoup de parts de marché, tout simplement parce qu'elle manque de confiance en elle, parce qu'un certain nombre de réglementations, non seulement européennes, qui s'imposent à toutes, mais surtout franco-françaises,
dans la transposition de directives, dans même l'élaboration d'un certain nombre, je dirais, de décisions uniquement françaises, qui font que, tout doucement, au fil du temps, une dizaine d'années, nous nous sommes mis en distorsion de concurrence. Mais justement, que propose le texte? Un allègement des normes? Un allègement des normes, ça a été un engagement également... Une simplification de la PAC absolument, aussi. Un engagement des normes, une simplification également en matière de fiscalité, sur un certain nombre de points, allègement des charges, une réserve spéciale d'exploitation agricole pour lisser les bénéfices sur un certain nombre d'années. Tout cela est passé déjà en projet de loi de finances. Et puis, si vous voulez, des stratégies. L'agriculture française manque à la fois de confiance, parce qu'elle est l'objet également, je dirais, de discrédit de la part de certains milieux environnementalistes, si vous voulez. Je crois qu'il faut être très clair, même au sein de cette COP21 auquel on adhère tous. Eh bien, vous avez des phrases assassines ou des slogans du type manger de la viande pollue plus que de rouler en 4x4, si vous voulez. Tout cela fait que les agriculteurs français sont blessés et non plus, si vous voulez, l'entrain pour travailler correctement sur l'exploitation. Très bien. Merci beaucoup, Jean Bizet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée puisque nous retrouvons à présent Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, les débats ont commencé autour de cette proposition de loi, on l'a entendu, pour relancer la compétitivité de l'agriculture. Oui, et il va y avoir un sujet qui va certainement faire l'objet de nombreux débats dans l'hémicycle tout à l'heure, c'est la question de l'étiquetage des produits, l'article 3 du texte. Puisqu'il faut savoir que le droit communautaire fixe de façon très stricte ce qui peut faire l'objet d'un étiquetage sur l'origine des produits. Il y a grosso modo le miel, les œufs, la viande fraîche, mais pour ce qui est des plats préparés, des plats surgelés par exemple, ou tous les produits transformés dans leur ensemble, eh bien ce n'est pas possible et ça c'est l'Europe qui l'interdit. Du coup, le texte propose de détourner en quelque sorte le droit communautaire. Il donne la possibilité pour les consommateurs de demander a posteriori aux distributeurs d'où vient la matière première à partir de laquelle a été préparé leur plat. Cela devrait susciter le débat tout à l'heure, plutôt parce qu'il y a de nombreux sénateurs qui veulent aller beaucoup plus loin. Il y a déjà les sénateurs qui veulent que le consommateur puisse être informés du mode d'élevage en plus de la provenance, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir par exemple si l'œuf qui a été utilisé dans leur quiche est fermier ou pas. Et puis il y a aussi tous ces sénateurs qui disent qu'il faut un réel étiquetage sur l'origine des produits sur les plats préparés. Mais ça, on vous l'a dit, cela n'est pas possible, mais ça devrait quand même susciter le débat. Merci beaucoup Tam pour ces explications. Une journée de la laïcité à l'occasion des 110 ans de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Une journée qui a pris une dimension particulière après les attentats, mais aussi la percée historique du Front National. Arrivé en tête dans 6 régions dimanche, Manuel Valls a dénoncé l'attitude de l'extrême droite. Selon lui, elle brandit la laïcité pour diviser. On l'écoute. La laïcité, c'est notre socle commun. Et c'est parce qu'il est ce socle ferme, non négociable, qu'il permet d'accueillir toutes les différences, qu'il permet d'apaiser, qu'il permet surtout, et c'est important aujourd'hui de le souligner, de rassembler. Trahi, bafoué, la laïcité l'est aussi quand l'extrême droite la détourne, l'instrumentalise pour s'attaquer violemment aux musulmans de France, aux protestants de France même, pour exclure, rejeter, semer la haine et la division. La plus grande imposture de l'extrême droite consiste à brandir la laïcité, non pas pour rassembler, mais pour diviser. Elle veut s'en octroyer le monopole, revisiter notre histoire, nier les luttes pour la conquête des libertés. Et puis dans cette campagne de l'entre-deux tours, eh bien la présence de Nicolas Sarkozy ne semble pas la bienvenue pour voler au secours des candidats de droite en difficulté. Louis Sibyl. La tension monte dans cette dernière ligne droite des élections régionales, car l'extrême droite bouleverse les lignes. Le vote pour le Front National n'est pas un vote contre la République. Parce que si c'était un vote contre la République, pourquoi depuis 30 ans la République autorise-t-elle des candidats du Front National à se présenter ? Une banalisation de l'extrême droite qui déplaît à Xavier Bertrand, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui doit désormais composer avec un électorat de gauche dans son duel face à Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais mon Dieu, je sais même pas ce qu'ils cherchent. Et regardez, je passe mon temps à commenter les déclarations des uns et des autres. Mais qu'ils se taisent, je leur dis une chose. Ils ont que quelques jours encore à patienter. Alors je leur dis une chose. Si on ne peut pas vous enfermer, taisez-vous.
À la gauche du PS, la décision de Solferino de se désister au profit de la droite classique pour faire barrage au FN suscite de l'incompréhension. C'est une décision dont les conséquences suicidaires ne tarderont pas à éclater. Si on dit que le Front National est le premier danger et qu'on confie le soin de régler le danger à la droite quand on est de gauche, réellement il y a un problème. À scrutin régional, débat national. Même si le Premier ministre n'envisage pas de porter la responsabilité d'une défaite de la gauche dimanche prochain. Il écarte déjà la possibilité d'une démission. Non, parce que le combat, c'est le combat d'une vie. Il y a quelques mois... Même si vous perdez ce combat, parce que vous risquez de le perdre dimanche, ce combat. J'espère que d'abord, nous le gagnerons, ce combat. Moi, je suis un combattant. Combattant ou pas, Manuel Valls est persona non grata en Rhône-Alpes-Auvergne. Le candidat Jean-Jacques Queyras ne veut pas que le Premier ministre vienne à son meeting demain soir, quand les barons locaux prennent leur distance avec l'exécutif. Et puis toujours dans le cadre de cette campagne des régionales, à noter que la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Laïla Echi, devrait être exclue du parti écologiste après son soutien à la tête de liste Les Républicains en Ile-de-France, Valérie Pécresse. Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, membre fondateur de l'Institut du Centre et l'invité de Sénat 360. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour. Le vote Front National est-il immoral? Je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas comment qualifier la morale. Je crois qu'il est dangereux en tout cas. Et je ne pense pas qu'on puisse taxer les électeurs d'immoralité. Ils font un choix qui, à mon avis, est une bévue intellectuelle, parce que beaucoup d'entre eux voulaient se combattre François Hollande, et ça sert plutôt les intérêts à long terme de François Hollande. Beaucoup d'entre eux dénoncent l'immoralité de la vie publique. Or, je ne pense pas qu'en termes de moralité, la façon dont le FN fonctionne et financé avec des emprunts sur des banques russes assez incertaines, soit un exemple. Je vois d'ailleurs qu'ils n'ont pas respecté d'ailleurs les engagements qu'ils avaient pris en matière d'interdiction de cumul. Dès qu'ils ont été en situation de cumul, ils ont continué à cumuler. Et troisièmement, en termes de solutions, il me paraît assez clair que toutes les solutions préconisées par le FN ne correspondent pas aux attentes profondes des gens qui ont voté pour eux. Alors voilà, est-ce que c'est l'immoralité? Nicolas Sarkozy dit que le vote FN n'est pas immoral. Est-ce qu'il a raison de poursuivre dans cette stratégie? Non, mais écoutez, c'est normal que les candidats n'insultent pas les électeurs. C'est tout. Le vote... Surtout quand on veut chercher leur voix. Aucun vote. C'est comme l'abstention. Oui, bien sûr qu'on veut chercher leur voix. Mais ça, il ne manquerait plus que ça, qu'on ne cherche pas leur voix. Ça serait quand même assez extraordinaire que l'idée, ça serait que le Front National a des voix et que la plus grande urgence, c'est de lui conserver. Il est évident que l'ensemble des partis républicains, centristes, de droite, de gauche, ont un but principal, c'est de reprendre les voix que Mme Le Pen s'est attribuées. Pourquoi est-ce qu'il est critiqué alors quand on dit qu'il court derrière les thèses du Front National et qu'il va chercher les voix du Front National? J'en sais rien, demandez ça à ceux qui le critiquent. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce matin, il a fait une intervention. Je ne suis pas sarkozyste, hein, je soutiens Alain Juppé. Mais dans cette affaire, j'ai vu que ce matin, il avait fait des interventions extrêmement fermes à France Inter, où il expliquait quelque chose de juste, à savoir qu'il était quand même l'ennemi numéro 1 de Marine Le Pen et que l'ensemble, les Républicains DI, étaient l'ennemi numéro 1 du Front National. Alors qu'évidemment, je n'en fais pas reproche à François Hollande, mais les socialistes sont en situation, comme on disait dans ma jeunesse, à l'époque où il y avait des marxistes, en situation d'alliance objective avec le FN. Bruno Le Roux, qui est le patron des députés socialistes, dit aujourd'hui, il se dit favorable à un élargissement de la majorité. Pourquoi pas aux centristes? 1, il vous tend la main. 2, est-ce que c'est un piège? Donc j'en sais rien si c'est un piège. Ce que j'ai envie de lui dire, ce que M. Edgar Faure répondait à Christian Fouché en 1968, il est plus tard que tu ne crois. Et François Bayrou a pris position pour François Hollande. La réponse des socialistes a été de le faire battre aux élections législatives. Depuis, comme disait Pierre Mauroy, les guichets de l'ouverture ont été fermés. Les choix qui ont été faits en matière de politique familiale, en matière de politique fiscale, l'absence de choix, l'absence d'initiative forte en matière européenne, fait que la politique qui est celle du Parti socialiste depuis 5 ans, n'est pas une politique dans laquelle les hommes et les femmes du centre peuvent vraiment se reconnaître. Voilà la vérité. Alors demain, donc vous fermez la porte. Est un autre jour, mais il n'y a pas de porte. Quelle est la porte ouverte? Est-ce que monsieur Leroux propose un gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Valls parlait d'une
maison commune à l'époque. Il était prêt à ouvrir jusqu'aux centristes. Qui est une mais on n'ouvre pas jusqu'aux centristes. Enfin, on n'a pas. Il ne s'agit pas de donner. L'ouverture, est-ce que ça va jusqu'aux centristes? Qu'est-ce que c'est que ce concept qui apparaît entre deux tours, sans aucune préparation, sans aucune réflexion idéologique, sans aucune analyse stratégique? Mais vraiment, c'est se moquer du monde. Je suis très, très choqué par ce type de proposition parce que je crois profondément à la possibilité. Je ne crois pas que dans le cadre du mode de scrutin actuel, ce soit quelque chose de possible, mais à la possibilité politique à long terme d'appliquer à la France des solutions comparables à celles que pratiquent nos amis allemands. Donc je crois que c'est une affaire trop sérieuse pour la traiter comme ça. Et je dirais que l'ouverture est une affaire trop sérieuse pour la confier à M. Leroux. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas entre les centristes et la droite? On le voit, en tout cas sur le premier tour. On a bien vu que la stratégie ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas fonctionner? Ça veut dire quand on voyait le score de la droite qui reste au même score qu'en 2010 avec l'appui des centristes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah oui, ça vous avez raison. Ce n'est pas le centre et la droite qui ne fonctionnent pas. C'est l'ensemble de l'opposition à la droite classique qui ne fonctionne pas. Là, il y a beaucoup d'explications. J'en donnerai une. C'est que je crois que la droite et le centre ont fait une grave erreur de calendrier sur la sélection du chef. Les primaires, c'est une très bonne chose. Mais vous avez deux manières. Les démocraties ont deux manières de procéder. Soit elles procèdent à l'américaine et on choisit le chef juste avant la bataille finale. Bon, 3 mois avant l'élection. Soit on a la méthode anglaise où on choisit le chef juste après la défaite précédente. On a choisi la première version. Résultat, la première option, résultat, depuis 2012, la droite est cacophonique. Elle n'est pas, c'est pas la guerre des chefs, c'est pas la guerre civile, mais personne ne tient un discours autorisé engageant l'ensemble des forces politiques. Il n'y a pas de leader naturel. Mais il n'y avait jamais de leader. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des leaders naturels? On n'est pas dans un système darwinien. Un leader, c'est dans une démocratie, c'est quelqu'un qui est choisi. Ça peut être choisi par les parlementaires, si on a un système de sélection parlementaire, ça peut être choisi par les militants, si on a un système choisi par les partis, dominé par les partis, ça peut être choisi par l'ensemble des citoyens si on est dans un domaine de primaire. Mais encore faut-il que le rendez-vous ait lieu. Faites-nous un rendez-vous politique, la droite sortira avec un leader, ce leader aura un programme, une stratégie. Donc ça, c'est les primaires. Et à ce moment-là, on verra bien. Ça, c'est les primaires. Oui, mais on aurait pu les faire il y a 2 ans. Donc là, ce que vous dites, c'est la date ne convient pas. La date, on a perdu, on sait. Vous avez perdu du temps. On s'est marginalisé. La droite et le centre se sont marginalisés dans le discours politique pendant 4 ans, alors que le Front National, qui est totalement monolithique, a foncé avec talent, parce que Mme Le Pen ne manque pas de talent, et que le gouvernement, lui, creuse son sillon. Donc, est-ce que vous souhaitez un candidat centriste aux primaires de la droite et éventuellement du centre? Non, mais écoutez, je crois que je ne crois pas à cela. Je crois qu'il y a vraiment 2 sensibilités très nettes, très différentes. L'une qui est libérale, sociale, européenne, qui, à mon avis, s'incarne dans Alain Juppé. C'est pour ça que je suis favorable à Alain Juppé. L'autre, qui est plus nationale, plus classique, plus autoritaire, s'incarne, me semble-t-il, dans Nicolas Sarkozy. Mais de toute manière, chacun de ces 2 leaders sera amené à faire des concessions en direction de l'autre. Donc moi, vous n'avez pas de candidat centriste aux primaires? Mais non, mais ça n'a aucun sens. Moi, je m'en fous des boutiques, si vous voulez. Non, mais vous avez considéré que les primaires, c'est les idées. Le fait que ce soit le MoDem, l'UDI, la moitié de le Parti radical, etc., ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si on défend une société ouverte, libérale, pluraliste, comme disait Raymond Barre, libérale, sociale et européenne. Ça, c'est l'option de tous les centristes, et j'espère qu'elle a pris un coup dans l'aile dimanche dernier. J'en suis bien conscient. Je suis bien conscient que les Français une partie des Français ont exprimé une demande plus raide. Et vous laissez un boulevard pour la gauche? Non, je ne laisse pas quel boulevard? Et quand on voit que les centristes sont positionnés avec la droite très à droite, il y a quand même un boulevard qui est offert aujourd'hui à François Hollande. Et alors, qu'est-ce que vous... Alors écoutez, là, vous avez un raisonnement qui, certainement, a une subtilité qui m'échappe complètement. Parce que si vous estimez que la division de la droite et du centre n'est pas tout bénef pour les partis socialistes, il faudra que vous m'expliquiez. Parce que moi, je n'ai pas compris ça. Si, justement, c'est tout bénef. La division? Oui. Je ne propose pas la division, je propose qu'il y ait des primaires. Écoutez, on est clair, il y a des primaires, un rendez-vous, il y a un candidat, pour l'instant, il y a un candidat dominant, 2 candidates qui dominent, qui sont Juppé et Sarkozy, on verra bien lequel est choisi. Ça peut aussi être M. Fillon ou M. Le Maire. C'est une procédure d'unité, la procédure des primaires. On n'arrive pas. Les gens qui organiser une compétition démocratique et ouverte, c'est
absolument une procédure unitaire. Exactement comme les primaires socialistes qui ont produit la candidature Hollande qui n'a fait aucune forme de contestation à gauche. Merci Jean-Luc Bourlanges d'avoir accepté ce face-à-face. Merci. Merci Mickaël. Place à présent aux travaux parlementaires du Sénat, et nous vous en parlions à l'instant. Le Sénat qui a donc rejeté une proposition de loi pour garantir un accès à tous les enfants à la restauration scolaire. Je vous propose d'écouter les meilleurs moments de cette discussion. Je déplore que la droite sénatoriale, et je dis bien sénatoriale et non pas parlementaire, puisque vos collègues à l'Assemblée nationale ont voté unanimement cette proposition de loi, eh bien je regrette que nos collègues des bancs d'en face soient prêts à abandonner le principe constitutionnel d'égal accès aux services publics, préférant ainsi soutenir les pratiques discriminatoires illégales qui réservent l'accès à la cantine aux enfants dont les deux parents travaillent, écartant ainsi de la restauration scolaire les familles économiquement fragiles et sans emploi. Et ce faisant, elle renvoie les parents d'élèves devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits, quand encore elles en ont les moyens, comme le disait d'ailleurs Madame la Ministre il y a quelques instants. C'est oublier, et je voudrais ici, vu l'importance du sujet, répéter ce qui a été déjà dit par plusieurs orateurs avant moi. C'est oublier qu'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et que pour bon nombre d'enfants, le repas du midi à la cantine constitue le seul vrai repas de la journée. Alors, les défenseurs des droits, tout comme le rapport de Jean-Paul Delahaye, directeur général des écoles au ministère de l'Éducation nationale, rapport en date de mai 2015, intitulé « Grande pauvreté et réussite scolaire », recommande de faire en sorte que la restauration scolaire devienne un droit sans aucune condition restrictive. Fin de citation. Certes, l'école dispense les nourritures intellectuelles, mais les nourritures terrestres sont aussi nécessaires. Enseigner à un ventre vide est difficile. Et j'ajouterai que malgré une jurisprudence constante, j'y viens mes chers collègues, en dépit d'une jurisprudence constante du juge administratif au cours de ces 2 dernières décennies, les atteintes au principe d'égalité des usagers de la restauration scolaire se poursuivent année après année. C'est pourquoi il est du rôle du législateur d'inscrire clairement dans la loi les principes posés par le juge. Alors, j'entends bien vos discours. C'est que la cantine représente un coût supplémentaire à la charge des communes, mais moi je dis que c'est une question de choix politique. Et dans le département de la Somme, où je suis élu, le maire d'une commune rurale de 1200 habitants me disait textuellement récemment « Je ferai moins de trottoirs et plus de cantines ». Alors, j'aimerais, mes chers collègues, et je termine par là, j'aimerais que bientôt tous les élèves de France puissent chanter. Moi, je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Vous vous rappelez, c'est une chanson de Carlos. Et Carlos, qui est-ce? C'est le fils de Françoise Dolto, pédopsychiatre. Elle savait de quoi elle parlait. Moi, il me semble qu'un texte comme celui-là requiert de notre part beaucoup de modération et beaucoup d'écoute de l'autre. Il me semble aussi que la période se prête à beaucoup plus de respect les uns des autres et d'écoute des autres. Et il me semble donc que le fait de se dire entre nous que de placer l'enfant au cœur de notre réflexion sur un texte comme celui-là mériterait qu'on s'y attarde un petit peu. Il me semble que cette considération-là est la considération la plus importante. Alors, après, sur les chiffres, je ne suis pas capable de répondre à vos légitimes interrogations, ni aux miennes d'ailleurs. Je ne sais pas de combien d'enfants il s'agit. Ce dont j'ai entendu parler, c'est de 500 cas, sauf que, comme le disait très bien Madame la Ministre, ce sont les cas des enfants dont les familles ont eu à présenter un recours. Les autres, nous les ignorons complètement. Donc, a priori, il doit y en avoir bien davantage. Et je voudrais, avec beaucoup de courtoisie, encore une fois, tordre le cou à cette histoire du coût de l'opération. Franchement, il y a beaucoup d'élus locaux parmi vous. J'en ai fait partie. Je sais comment se gèrent les choses.
le maire d'Agedmo, commune dans laquelle je vis, qui n'est pas exactement de ma formation politique, a une cantine à 1 €. Il est de la même que la vôtre. Et je le soutiens sur cette opération-là. Mais mes chers amis, à force de mettre le coût comme une symbolique de barrière, on se trompe complètement et on oublie l'enfant. Et en même temps, quand on s'adresse à nos électrices et à nos électeurs, est-ce que vous croyez que si vous expliquez aux électrices et aux électeurs de votre commune que vous avez accru l'impôt à due concurrence du surcoût de la cantine qui accueille tous les enfants, il vous en tiendra grief? Moi, je ne le crois pas. Je crois que ce sera le contraire et je vous demande donc de soutenir ce texte. Cette proposition de loi, elle est empreinte d'une générosité absolue qu'aucun de nous ici sur ces bancs ne saurait contester. Sauf qu'un affichage de générosité n'empêche pas la réflexion. Et moi, je le dis très simplement, qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui permet d'intervenir et qu'ici, tout le monde oublie que, comme dans une cantine, un maire a refusé de faire déjeuner un enfant, les parents d'élèves ou d'autres ont tout de suite saisi la presse et que ça fait la une des journaux. Moi, je suis présidente d'une association départementale des maires dans laquelle il y a 353 communes. J'ai interrogé les maires, je n'ai trouvé aucun cas où, dans une cantine, un enfant est exclu au prétexte que ses parents seraient demandeurs d'emploi. D'autre part, moi je pense, Madame la Ministre, que ce que vous dites aujourd'hui ou ce que vous soutenez, c'est vraiment pour moi, et je vous le dis avec beaucoup de calme et de gravité, un acte de défiance à l'égard des élus locaux. Il y a parmi les élus locaux, comme dans toutes les professions, des gens qui n'ont aucune humanité. Mais moi, je ne connais pas dans mon département un maire qui laissera à la porte de sa cantine un seul enfant. 18h passées d'1 minute sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez. Le rappel des titres. Début des auditions au Sénat du comité de suivi de l'état d'urgence. Ce matin, les sénateurs ont entendu François Molins, le procureur de la République. Objectif, assurer un contrôle parlementaire de l'application de cet état d'exception, alors que des témoignages se multiplient dénonçant des dérapages et des erreurs. Reportage et débat à suivre. La réponse du Sénat à la crise agricole. La Haute Assemblée examine une proposition de loi pour relancer la compétitivité de l'agriculture. Allègement des normes et simplification de la PAC, mais aussi aide bancaire aux agriculteurs en difficulté. Le détail dans un instant. Et le Sénat a rejeté une proposition de loi pour garantir l'accès à la restauration scolaire. Vous entendrez bien dans un instant les explications. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes, l'état d'urgence et ses dérives, les témoignages se multiplient pour dénoncer des erreurs et des dérapages. Assignation à résidence et perquisitions abusives. Solène Nicolas a rencontré Hervé. Il estime avoir été victime d'une garde à vue injustifiée. Reportage. C'est dans ce pavillon de banlieue parisienne que vit Hervé. À 55 ans, cet informaticien à la retraite a passé 24 heures en garde à vue dimanche 29 novembre. Militant du nouveau parti anticapitaliste, Hervé participait à la manifestation contre l'état d'urgence. Ce jour-là, il y a eu près de 300 interpellations et il ne connaît toujours pas aujourd'hui la raison précise de la sienne. Les motifs étaient complètement différents suivant les personnes. Il y avait participation à un attroupement, participation à manifestation interdite, sans armes, avec armes, alors que c'était des gens qui ont tous été ramassés en même temps. Ah, on était très mal accueillis, déjà traités comme de vulgaires voleurs ou assassins. Je me sens révolté, effectivement. Prêt à continuer à me battre contre cet état de choses qu'on n'aurait pas pensé possible d'un gouvernement des socialistes.
Donc voilà, je vais continuer. Si on peut agir en justice, on agira en justice. Du côté de la police, l'on tente d'expliquer ces nombreuses gardes à vue par l'application des mesures strictes imposées par l'état d'urgence et leur renforcement cette semaine-là précisément par le ministère de l'Intérieur. COP21 oblige. 24 heures de garde à vue, pourquoi? Parce qu'il faut laisser quand même le temps à la partie judiciaire, nos collègues de l'investigation, de déterminer s'il y a eu des responsabilités. Nous sommes dans un cadre bien particulier. Vigipirate, alerte attentat. Nous sommes à quelques semaines du 13 novembre avec des faits dramatiques. Le préfet de police avait interdit toute manifestation ou tout rassemblement dans la capitale. Sauf que des rassemblements, il y en a eu d'autres cette semaine-là, sportifs notamment. La gestion de cette manifestation a créé une vive polémique jusqu'à l'Assemblée nationale, où l'on a dénoncé une faute grave de l'État. Antoine Comte, l'avocat d'Hervé Le Goff, s'inquiète d'un risque de glissement vers des pouvoirs étendus au service de police. L'état d'urgence est donc, pour en revenir à son essence, c'est l'absence de contrôle sur des mesures administratives et de police. Voilà, c'est ça l'état d'urgence, fondamentalement. L'absence de contrôle en amont et l'absence de contrôle en aval. Bon, et là, nous avons un cas typique où 300 personnes se font interpeller, libérées au bout de 24 heures dans des conditions de garde à vue classiques et donc pas parfaites, hein, loin s'en faut, et qui, finalement, à qui on ne reproche rien. Donc, on a l'impression que leur interpellation avait pour but de leur signifier qu'elle n'avait plus le droit de manifester. Ben, c'est pas ce que prévoit l'état d'urgence. Faux pas des forces de l'ordre ou volonté de ficher les militants. Après les nombreuses perquisitions et assignations à résidence qui ont suivi les attentats, des voix s'élèvent pour dénoncer un dévoiement de l'état d'urgence. Les chiffres en tout cas posent question. Place de la République sur près de 300 interpellations. Il n'y a eu pour l'instant que 2 condamnations. Et on ouvre le second débat de Sénat 360, consacré ce soir à cet état d'urgence. 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Alain Richard, bonsoir, sénateur socialiste du Val-d'Oise, merci d'être avec nous. J'accueille également Françoise Oqueto, bonsoir, président du groupe UDI-UC ici au Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Mézard est également sur ce plateau, bonsoir, président du groupe RDSE au Sénat, sénateur du Cantal. Et Olivier Beau, bonsoir, vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 2. Merci d'être avec nous. On le voit, c'est dérapages, dérives, erreurs, comme c'est le cas dans ce reportage. On sait que le défenseur des droits a été saisi de 12 cas concernant des perquisitions, des assignations à résidence qui peuvent apparaître comme abusives. Alain Richard, votre réaction? Elles apparaissent. Et on ne peut pas toujours se fier aux apparences. Ouais. Il y a une possibilité de contester devant la justice, objectivement, certains de ces actes. Des informations que nous recevons pour l'instant, très peu d'actes ont été effectivement contestés devant la justice. Donc, ça semble indiquer qu'une bonne partie des personnes qui en étaient l'objet ont considéré qu'il n'y avait pas matière à les contester. Celles qui sont contestées, la justice, avec un droit d'appel, se prononcera sur leur conformité au droit. Ouais. Mais j'entendais dans vos titres tout à l'heure qu'on parlait de témoignages. Ce sont des allégations pour l'instant. Parce qu'un témoignage, justement, ça s'exprime sous la foi du serment. Et avec quelques possibilités de vérification. Aujourd'hui, dans les contacts que certains d'entre nous avons eus avec le ministre de l'Intérieur et avec ses services, on a quand même des contre-versions qui sont quand même assez convaincantes parfois. Et donc, malheureusement, un certain nombre de médias, je suis sûr que ce n'est pas votre cas, n'ont cité qu'une version, sans aucune contre-vérité, sans aucune vérification ou sans aucune contre-expertise. Donc il faut faire attention. Olivier Beau, sur ces éventuels abus ou dérives, Alain Richard dit que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuves sur certaines dérives possibles de la création de cet état d'urgence. Je suis encore moins informé, mais simplement on peut imaginer qu'il y a des abus. Ce que le sénateur Richard a dit très justement, c'est qu'il faut le principe du contradictoire en droit, et donc il faut écouter l'autre partie, et qu'il faut malheureusement, heureusement, de certaine manière, attendre ce que les juges diront des recours ou des référés liberté. Peut-être juste une remarque sur le fait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de recours, mais on sait que c'est souvent difficile de faire des recours dans des situations comme ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse déduire du faible nombre de recours l'absence d'abus. D'une manière générale, quand il y a un état d'urgence et un cas exceptionnel, les abus sont malheureusement
presque inévitable. La police a pratiquement tous les pouvoirs et il est rarissime qu'il ne puisse pas y avoir des abus dans ce genre de circonstances. On peut espérer qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais il est probable qu'il y en aura. Jacques Mézard, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Beau? C'est un état d'urgence. Inévitable, ces abus, C'est dit-il. un état exceptionnel où, là, il y a déjà eu 2200 perquisitions, plus de 350 assignations à résidence. État exceptionnel, ça veut dire que un état d'urgence, il y a forcément, parce que c'est fait d'ailleurs pour ça, hein, une atteinte à des libertés individuelles traditionnelles. Quand on perquisitionne dans les conditions où ça se fait, quand on assigne à résidence, ben oui, hein, c'est la situation et les menaces par rapport à l'ordre public qui obligent à recourir à l'état d'urgence. Le vrai problème aujourd'hui, et je pense qu'on en discutera, c'est comment en sortir. Mais il est bien évident que dans ces conditions-là, et avec le nombre d'opérations, il peut y avoir un certain nombre de cas qui posent problème. Et nous avons, dans ce pays, heureusement, des magistrats administratifs et des magistrats de l'ordre judiciaire. Et les recours, c'est fait pour ça, et les contestations, c'est fait pour ça. Ouais. Françoise Zocchetto, comment expliquez-vous finalement que l'unanimité qu'il y avait au début autour de cet état d'urgence, finalement, s'étiole un peu dans le temps? On voit un certain malaise à la fois de la part des citoyens et aussi certaines voix politiques qui se sont élevées pour dénoncer peut-être la création ou le risque d'un état d'urgence permanent. Mais l'état d'urgence n'est pas une situation normale. C'est juridiquement une situation d'exception. Donc, ça ne peut pas durer trop longtemps, mais dans cette situation qui est tout à fait exceptionnelle, il y a quand même le droit qui s'applique. Le juge administratif est un juge. Il y a des possibilités de recours, avec plusieurs degrés de juridiction. Mais c'est évidemment une situation qui n'est pas sans risque pour l'autorité administrative, et en premier lieu pour les préfets. Moi, je mesure la grande difficulté qui a organisé ces opérations. En tant que maire, j'ai pu observer certaines perquisitions. Je peux vous dire que c'est très délicat à mener. Et je crois qu'il faut aussi se garder des commentaires qui peuvent être faits par les protagonistes, en l'occurrence ceux qui sont perquisitionnés, qui peuvent être tentés de mélanger les procédures. Et moi aussi, je serais prudent quant à l'interprétation des événements. Alors Alain Richard, on sait que le Parlement met en place un dispositif de contrôle justement de cet état d'urgence. Ici au Sénat, des auditions ont eu lieu dès ce matin. Quel doit être le rôle justement du Sénat dans ce suivi de l'état d'urgence? La proportionnalité, la bonne adaptation des mesures pratiques prises par les services de sécurité au regard de l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, pardonnez-moi, c'est quoi? 130 morts. 6 ou 7 points différents d'attaques meurtrières. Il nous manquait des informations pour empêcher ces agressions tragiques. On ne va pas recommencer. Malheureusement, et ça ressortait des échanges que nous avons déjà eus chez le ministre les semaines passées et encore ce matin à la commission, il n'y a pas une cible unique et prédéterminée. Si c'était le cas, ces personnes seraient déjà devant la justice pour association de malfaiteurs. Si on veut éviter la reproduction de ces attaques meurtrières, il faut forcément recueillir de l'information dans des endroits où les services ont des motifs sérieux de supposer que des préparations d'actes meurtriers sont en cours. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et on était, je crois, d'accord entre les participants à ce contrôle pour dire que les perquisitions produiront sans doute de moins en moins d'effets, puisque les gens qui sont en train de faire des préparatifs de ce genre, ils ont, comme on dit couramment, fait le ménage. Et donc, on va forcément passer à d'autres méthodes. Olivier Beau, c'est important, voire essentiel, ce contrôle du Parlement sur l'état d'urgence, cet état d'exception? Oui, c'est important. Je pense que c'est un des apports de la loi du 20 novembre. Ça a été rajouté à la demande des parlementaires. Ça me semble une bonne chose. Parce qu'on peut, effectivement, on peut se reposer sur le contrôle des juges administratifs, mais pour l'instant, d'après ce que j'ai vu dans la pratique, j'ai simplement vu quelques ordonnances, les résultats ont été assez faibles. Donc il faut qu'il y ait, à côté du contrôle du juge administratif, un autre contrôle de personnes extérieures à l'administration. Parce que ce qui compte, c'est que dans la situation actuelle, il y a
un pouvoir qui est très important, qui est accordé à la police administrative, c'est-à-dire au préfet, comme on vient de le rappeler, et aux autorités de police qui sont sur le terrain, qui sont évidemment celles qui sont compétentes, mais il faut toujours, en matière administrative, un contrôle extérieur. Et il me semble que le Parlement est le mieux placé. On a renforcé ces contrôles avec la révision de 2008, et je pense que c'est une chose très importante. Maintenant, je ne suis pas parlementaire, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire pour s'assurer véritablement du suivi. Je compte simplement sur leur disponibilité et leur efficacité. Je pense pour ma part, j'aurais plus confiance actuellement dans le contrôle du Parlement que dans le contrôle du juge administratif. Ouais. Jacques Mézard, on sait qu'il y a une conférence des présidents ce soir à 19h. Est-ce que vous allez obtenir que ce comité de suivi de l'état d'urgence ait les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête? Personnellement, je n'en doute pas. Vous savez, le Sénat, plus que l'Assemblée nationale, est le défenseur, par tradition, des libertés publiques. Donc la première des libertés, c'est de vivre en sécurité. Et nous avons, nous, à faire l'équilibre entre cette sécurité et puis les libertés publiques. Et le Sénat le fait depuis toujours. Et il le fait bien. Et nous sommes là dans un comité de suivi, Alain Richard en fait aussi partie, pour poser des questions au ministre. Moi, j'ai confiance dans le ministre de l'Intérieur. Je ne le vois pas bafouant les libertés publiques par principe, bien au contraire. Mais notre devoir à nous, c'est de poser les questions et de poser chaque semaine les questions. Nous sommes des élus de terrain, nous savons ce qui nous remonte, nous savons aussi lire la presse, les médias, et notre devoir, c'est d'interpeller le ministre de l'Intérieur sur l'action, justement, des autorités publiques, des préfets, des services de police. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, sans vouloir entraver l'action du gouvernement, mais en étant très vigilants sur cette défense des libertés. Ouais. Françoise Oqueto, on a entendu Michel Mercier, ancien garde des Sceaux, sénateur qui anime ce comité de suivi de l'état d'urgence ici au Sénat, parler aussi d'une réflexion à avoir sur les modifications législatives à apporter. Alors, quelles pourraient être les pistes envisagées par le Parlement? Bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir de confusion. C'est un état, l'état d'urgence, c'est par définition temporaire, très temporaire. Et donc, il ne peut pas se substituer à la législation habituelle sous le contrôle du juge judiciaire. Et donc, il y a probablement des modifications à apporter à notre code de procédure pénale. Par exemple, quelle est la situation juridique des personnes qui sont retenues pendant une perquisition administrative? Il y a aussi des précisions à apporter sur les fouilles de véhicules, sur les contrôles d'identité. Et ça peut être apporté par une loi qui viendrait, je l'espère, assez rapidement. On ne peut pas rester dans des zones de non-droit, même si, je répète, il y a le contrôle du juge administratif. Ouais. On a entendu également Michel Mercier s'interroger sur une éventuelle plus-value de cet état d'urgence. Alors, est-ce que là aussi, ce sont des pistes sur lesquelles vous allez travailler? Je n'ai pas entendu dans ses propos cette expression, donc j'ai peur de ne pas bien m'y retrouver. Ce qu'on va essayer de faire, et en gros, il nous reste 1 mois et demi, c'est de regarder les cas dans lesquels les pouvoirs spécifiques, notamment donc assignation à résidence sur décision administrative, c'est-à-dire de faire obstacle au libre mouvement d'une personne. Puisque, en réalité, quel a été le flux de protestations et de demandes qui est arrivé juste dans le choc des attentats? Comment se fait-il qu'on ne peut pas empêcher de se déplacer, de contacter d'autres personnes, des gens qui sont à bon droit suspects de préparer des attentats? C'est évidemment une vision naïve, un peu simplificatrice, en disant on repère des suspects et on les paralyse. Le monde n'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, avec l'expérience qui est en train de se faire de gens qui sont en effet limités dans leur mouvement et donc dans leur contact, on va pouvoir apprécier au bout d'1 mois et demi ou 2 mois, en fonction de ce que nous diront les services, qu'est-ce qu'ils en ont retiré en termes d'efficacité de prévention. Ça va être ces mesures-là. Et en effet, Jacques Mézard a déjà bien insisté là-dessus, il va falloir qu'on trie ce qui pourrait donner lieu à des mesures encadrées sous le contrôle du juge, mais qui soient d'application permanente dans le respect de la Constitution, quoi. Ouais. Olivier Beau, sur ce point... Sur ce point, moi je dirais simplement, peut-être une chose importante, c'est qu'il faut peut-être un peu attendre. C'est-à-dire qu'il y a l'état d'urgence pendant 3 mois, donc ne nous précipitons pas. Donc je suis un peu inquiet en tant que juriste. Alors évidemment, les juristes en général, dans ce genre de circonstances, sont assez peu entendus, puisqu'il y a l'émotion, compassion, et dès qu'on arrive en tant que juriste, on nous dit qu'on est irréaliste, qu'on ne connaît pas les réalités du terrain.
tous les arguments qu'on connaît assez bien de la part du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faut un peu attendre, et donc on pourrait par exemple faire le bilan de ces 3 mois d'état d'urgence, en disant voilà ce qu'on a constaté. Ensuite réfléchir à réformer la législation et la Constitution, et pas se précipiter. C'est ce qui est comme on déjà fait. envisagé. Oui, mais justement, je crois que c'est un des gros problèmes dans notre démocratie. Les Américains ont commis une erreur énorme avec le Patriot Act en 2001. On refait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne le fait pas, mais on le fait. Donc les juristes, beaucoup de juristes en tout cas, sont très inquiets de la situation actuelle. Ils ne sont pas tous l'occasion de passer à la télévision, mais je sais que beaucoup sont inquiets. Et je pense que la première chose à faire, c'est peut-être d'attendre. Et ça serait justement une chose utile que de tirer le bilan de ce qu'on a trouvé lors de cet état d'urgence, de ce qu'on a fait, et ensuite penser à légiférer. Ouais. Jacques Mézard, vous comprenez les inquiétudes autour de cette constitutionnalisation finalement de l'état d'urgence? Totalement. D'ailleurs, j'avais dit au Congrès qu'il fallait d'abord appliquer les lois existantes avant de penser à les changer. Parce que un État démocratique ne peut pas vivre durablement dans un état d'urgence. Et en même temps, un État démocratique ne doit jamais légiférer dans l'urgence absolue. Et en particulier quand il s'agit de réviser la Constitution. Nous avons besoin de faire un bilan, de réfléchir, parce qu'on ne solutionne pas les problèmes posés par le terrorisme simplement en votant des lois. Sinon, ça se saurait, il n'y aurait pas de terrorisme depuis longtemps. Donc attention à ne pas utiliser cette situation pour nous faire vivre durablement dans un état d'urgence. S'il y a des améliorations de la loi simple à réaliser, je pense que nous sommes tous des parlementaires conscients des difficultés, conscients de la nécessité d'assurer la sécurité et capables de voter des améliorations. Mais attention à ne pas légiférer dans l'émotion. Françoise Oqueto, Alain Richard le rappelait aussi, la difficulté c'est effectivement comment en sortir de cet état d'urgence. C'est le vrai problème, c'est le problème pour le gouvernement. Parce que sortir d'un état d'urgence quand on est en face d'une calamité naturelle, c'est assez simple. C'est une fois que l'événement, l'inondation ou le phénomène climatique est passé. Mais là, qui pourra dire qu'il n'y a plus de risque? Qui pourra dire que le terrorisme a disparu? Donc nous allons devant une vraie difficulté, surtout pour le gouvernement, mais également pour le Parlement qui peut être sollicité également pour proroger cette mesure, pour savoir quand on en sort, parce qu'il faut bien en sortir. Ça, c'est très compliqué. Alain Richard, oui, moi je vais ajouter un mot sur l'affaire révision de la Constitution. Il y a sans doute 2 ou 3 points différents qui donnent lieu à une réflexion sur une inflexion de la Constitution. Le président a forcément exprimé ça en un paragraphe, si je me rappelle bien, dans son discours à Versailles, donc tout le monde s'est mis à se demander ce qu'il y avait derrière. Moi, la question, j'ai un peu de scrupule à exprimer ça comme ça devant un média. Allez-y. Mais c'est que je n'ai pas la certitude que l'ensemble des dispositions de la loi de 55, qui, comme sa date l'indique, est antérieure à la Constitution actuelle, et a fortiori antérieure à toute la jurisprudence sur les libertés qu'a dégagé le Conseil constitutionnel, j'ai pas la certitude qu'elle est de A à Z conforme à la Constitution d'aujourd'hui. Et je me suis reporté, parce que Gérard Schwarzenberg avait soulevé la question lors d'une précédente réunion chez le ministre. Il y a une décision de 85 qui portait sur une loi de mise en application de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie en 84. Le Conseil constitutionnel a dit « moi je ne me prononce pas », puisque c'était juste une loi d'application ponctuelle. Donc elle dit « je n'ai pas les moyens de vérifier, enfin d'apprécier maintenant si la loi de 55 est entièrement conforme à la Constitution ». Et je dois dire que, notamment lorsqu'on dit, il y a certains, parce qu'il y a déjà 2 états d'exception qui sont mentionnés par la Constitution, l'article 16 et l'état de siège. Ouais. Et celui dont on se sert effectivement n'est pas mentionné par la Constitution. Donc je crois qu'il y a quand même une consolidation juridique à faire, et nous allons avoir évidemment des gens qui sont poursuivis, qui font des questions prioritaires de constitutionnalité. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même... C'est déjà le cas. Peut-être besoin d'agir assez vite. Alors justement, peut-être on va poser la question directement à vous, Olivier Beau. Que pouvez-vous répondre à Alain Richard sur cette question de conformité à la Constitution? Moi, j'ai soutenu la thèse, effectivement, qu'il ne fallait pas constitutionnaliser l'état d'urgence. On dit qu'il y a une insécurité juridique. Bon, l'insécurité juridique, c'est le propre de la QPC. Alors à ce moment-là, c'est un peu contradictoire. Si on ne voulait pas d'insécurité... Question prioritaire de constitutionnalité. Question prioritaire de constitutionnalité qui permet à un individu, à un citoyen, lorsqu'il est dans un procès, lorsqu'il fait un recours, de soulever l'inconstitutionnalité d'une loi. Et il le fait à l'occasion d'un procès. Et ensuite, il y a une procédure qui fait que l'affaire est renvoyée d'abord devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation selon l'ordre de juridiction compétent. Et ensuite, le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie avec un contrôle. Il peut ne pas renvoyer
au Conseil constitutionnel. Et donc le Conseil constitutionnel, en dernière instance, tranche, mais il arrive parfois que le Conseil constitutionnel ne soit même pas saisi. Il n'est pas certain, par exemple, que le Conseil d'État renvoie une QPC devant le Conseil constitutionnel. Il pourra le faire, mais il pourra ne pas le faire. Je rappelle que la Cour de cassation n'a pas renvoyé un cas très important, le cas de la loi Guesso. Donc il y a une incertitude. Donc je dis simplement que on a déjà 2 régimes d'exception actuels. C'est l'article 16, le plus grave, et l'état de siège. Il ne me paraît pas indispensable de rajouter un 3e état d'exception, que pour l'instant la loi de 55 a fait son office. Si le Conseil constitutionnel décide que c'est inconstitutionnel, à ce moment-là on changera la Constitution. Je ne vois pas l'urgence. Voilà, c'est tout. Alors après, je peux me tromper, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pourra dire il y a des motifs en raison de la nouvelle disposition de la loi du 20 novembre qui accroît les mesures de sécurité. Il est tout à fait possible, pas probable, mais possible que le Conseil constitutionnel décide qu'il y a inconstitutionnalité. Alors, s'il y a inconstitutionnalité, alors à ce moment-là, révisons la Constitution, mais il n'y a pas d'urgence. Et j'ajoute peut-être un point important. Oui, allez-y. Pour ma part, j'ai l'impression, parce que je viens de lire le projet de loi constitutionnelle, que la véritable raison d'être de ce projet de loi constitutionnelle n'est pas l'état d'urgence. C'est d'introduire la déchéance de nationalité. Et c'est ça qui intéresse le gouvernement actuel. Et c'est ça, à mon avis, le véritable problème. Ouais. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup. La nationalité des condamnés. Ouais. Des condamnés. Je n'entends jamais cette déchéance. Des condamnés. Alors, peut-être Jacques Mézard, avant de parler de la déchéance de nationalité, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau, un point justement sur cet aspect de risque de dépôt de QPC et d'inconstitutionnalité finalement. C'est d'abord pour répondre, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, pour répondre à Alain Richard. Il y a des milliers de lois qui ont été votées et mises en application avant la Constitution de 1958. Et heureusement, la Constitution de 1958, elle n'a pas, par sa promulgation, annulé toutes les lois précédentes, parce qu'on serait dans une situation absolument terrible. Donc, ce qui me pose problème, je ne sais pas encore comment, politiquement, nous allons réagir à cette proposition de loi constitutionnelle. Mais ce qui me pose problème, c'est que réagir immédiatement en disant on va solutionner une grande partie du problème en révisant la Constitution, en insérant l'état d'urgence dans la Constitution, ce qui aujourd'hui, peut-être que nous aurons des arguments qui nous convaincront, ce qui aujourd'hui ne me convainc pas, c'est la véritable motivation juridique, la nécessité de modifier la Constitution. Peut-être que je me trompe aujourd'hui, peut-être que je serai amené dans quelques semaines à changer de position si je suis convaincu par des arguments juridiques. Aujourd'hui, je suis sceptique là-dessus. François Zocchetto, pardon. Oui, je partage ce point de vue parce que depuis quelques années, à chaque fois qu'il y a un fait divers dramatique, le gouvernement, quel qu'il soit, le soir même, dit « ne vous inquiétez pas, il va y avoir une loi ». D'ailleurs, généralement, le gouvernement dit « la loi est déjà faite notamment à Nicolas Sarkozy. sur un coin de table probablement, et on va résoudre le problème ainsi ». Donc je suis un peu réservé concernant l'idée qui consisterait à dire on va résoudre le problème du terrorisme par une adaptation de la Constitution, considérant que, puisqu'il y a un problème très grave, il faut que ce soit un texte de haut niveau, le texte de plus haut niveau, c'est-à-dire la Constitution, qui soit retouchée. Moi aussi, je ne me prononce pas ce soir, il faut qu'on mène l'analyse juridique avec un peu de recul. De ce point de vue-là, il est bien que le texte ne vienne en discussion, d'après les informations que nous avons, qu'à la fin du mois de janvier. Parce qu'il faut... il sera présenté en Conseil des ministres. Il faut raisonner la tête froide sur ce sujet. Par ailleurs, je reviens sur la question de la sortie de l'état d'urgence. Car là, de toute façon, il y a un vrai problème. Constitution ou pas constitution, il va bien falloir débattre des conditions de sortie de cet état d'urgence lorsqu'il est décrété pour faire face au terrorisme. D'autant que je reviens à ce que vous indiquiez au début de ce débat, Alain Richard, sur l'efficacité des perquisitions. Vous disiez peut-être qu'il y a aussi une adaptation de la menace terroriste à ce que permet cet état d'urgence. Est-ce qu'on peut aussi envisager que la menace terroriste s'adapte aussi à cet état d'urgence et finalement contourne en quelque sorte les mesures et soit toujours aussi intense finalement? Oui, mais alors, moi, je ne me résigne pas au fait que nous soyons impuissants et que ce soit toujours eux qui aient l'initiative au prix de la vie de nos concitoyens. Ça ne peut pas être une démarche politique responsable, pardonnez-moi. Donc, ce sont les outils de la loi et ils se combinent avec les dispositions permanentes. Et moi, il y en a une qui m'intéresse toute particulièrement, parce qu'en plus, on avait travaillé à plusieurs, et sur la loi antiterroriste de 2014 et sur la loi renseignement de juin ou juillet de cette année.
on a donné des outils supplémentaires au gouvernement, et notamment des moyens d'investigation, ou la justice d'ailleurs. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on combine les résultats des perquisitions et des assignations à résidence avec la possibilité de récupérer des données dans les communications téléphoniques, enfin électroniques en général. Parce que ces gens-là ne communiquent pas entièrement par signaux de fumée quand même. Ils communiquent bien entre eux. Et donc, j'entendais dire par une collègue qui travaille à la commission de contrôle qu'il y a beaucoup de nouvelles demandes d'interception. C'est-à-dire que quand on a trouvé dans un téléphone portable ou dans un ordinateur un certain nombre d'informations qui donnent des pistes, bon bah, excusez-moi, il n'y a pas une mise en accusation, une mise en examen le lendemain, il n'y a pas un communiqué de presse. Donc, le bruit de fond organisé par certains adversaires, qui consiste à dire quand une perquisition n'a pas donné lieu à un déferment immédiat, ça veut dire qu'elle a servi à rien, c'est juste factuellement faux. Eh bien, merci. Merci Alain Richard, merci Jacques Mézard, merci Françoise Oqueto, merci Olivier Beau d'avoir été les invités de ce second débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Bonne soirée et à demain.